Salut Fabien. Salut Sophie. Je suis contente d'être là et de pouvoir échanger aujourd'hui et surtout de partager nos échanges qui durent depuis des mois maintenant, depuis qu'on s'est connus en mai 2019 lors du voyage au Pérou que tu organisais. Et à cette époque, j'étais dans cette recherche, surtout dans l'étude de l'hindouisme et du sens de la vie aussi, par rapport à cette optique-là, cette perspective qu'a l'hindouisme là-dessus, et en tant que prof de yoga et de méditation. Et te rencontrer, parler avec toi, échanger sur ce que tu es en train de créer actuellement, sur toi, ton chemin et tes découvertes, avec en participant aussi à un stage que tu organisais autour donc de la TILT, méthode dont tu vas nous parler, et aussi tout ce que tu mettais en fait, avec le sens que tu mettais aussi, qui est dans ton livre aujourd'hui, qui vient de sortir. Donc d'avoir participé, échangé avec toi et participé à tout ça, moi ça m'a énormément nourri et ça m'a permis d'avoir une vision globale sur ce qu'est la santé, sur ce qu'est aussi sur ce que c'est que d'être en fait, et d'être ici et maintenant, et sur l'individu, sur plein de choses. Et en fait, ces vidéos-là, on les fait parce que on a l'élan commun de vouloir partager ça, partager tous nos échanges. Et moi, vraiment, en tout cas, c'est de pouvoir communiquer au monde combien c'est beau et c'est bon de pouvoir être librement et se guérir, si on prend ces termes. Donc voilà, c'est ce à quoi du coup ce dont on va parler, ouais, exactement, ouais. Okay. À toi du coup, je te laisse nous expliquer. Ouais, tu voulais que je fasse une intro sur ce que je dis, ce que je fais finalement, en fait. C'est ça. Parce que tu as découvert ça effectivement au Pérou, donc sans rien de théorique et pratique, plus dans le côté on vit le voyage au Pérou. Alors il y avait des pratiques, mais des pratiques type méditation, etc. Mais il y avait surtout on rencontre, on découvre, on ressent ce que ça fait en nous. Enfin, c'était surtout ce partage-là que je transmets. Et en même temps, il y avait, notamment dans ces voyages-là, il y a toujours un peu de trajet. Et il y avait ces moments où je faisais une conférence pendant le trajet, quoi. On avait 5 heures de bus pour aller en haut de je sais pas où. Et là, c'était l'occasion de discuter, de faire des pratiques et d'échanger tout ça. Donc, tu as découvert comme ça. Puis après, au stage de la TILT. Et après, il y a eu la TILT. Là, on rentre dans le concret. Il y a des méthodes et des pratiques pour vraiment aller loin et transformer les choses. Et puis après, donc, tu parles de mon livre. Et c'est vrai que, comme tu dis, tu parles d'une vision globale de la santé. Et c'est ce que je m'emploie à faire, à avoir. Parce que j'ai eu une vision très parcellaire de la santé. En tant qu'enfant plutôt malade, alors j'étais brinque-ballé chez les spécialistes. Donc une fois chez l'ORL, une fois chez le vertébrologue, j'avais des problèmes de dos, ou chez le chirurgien du dos, à chaque fois sur des spécialistes différents, l'allergologue, j'étais très allergique, etc., etc. Et chacun avait une vision très parcellaire de ma santé, ne s'intéressait pas à mon mal de dos, par exemple. Enfin, l'allergologue, il s'en fout si j'ai mal au dos. Le vertébrologue, il s'en fout si je suis allergique. Enfin, du coup, ils ont tous comme ça une focalisation très séparée, très pointilleuse de la santé. Bon, moi, ça marchait quand même moyen. Hein. J'ai quand même vraiment galéré avec mon dos, mais aussi surtout avec tout le système ORL et puis les allergies, jusqu'à crever le poumon, jusqu'à vraiment être dans un état pas top, quoi. Assez jeune en plus, donc tu te dis, bon... ce serait bien que je trouve une solution, j'ai pas envie de vivre ça comme ça tout le temps. Et je me suis intéressé parallèlement à d'autres pratiques qui m'ont ouvert
l'esprit. Donc les autres médecines, en fait, les autres manières, celles qu'on appelle alternatives ou parallèles, qui sont ni alternatives ni parallèles, mais c'est une manière de les nommer pour l'instant. Et que ça m'a permis, alors c'était aussi des visions parcellaires, c'est-à-dire que si je me formais en hypnose, c'était une vision parcellaire de la santé, de l'influence du mental sur le corps, sur les émotions et sur les pensées. Si je faisais de la méditation pleine conscience, il y avait aussi de l'influence du mental, mais surtout comment on arrête d'utiliser le mental ou comment on le sous-utilise pour que ça ait une influence sur le corps et les émotions. Mais par contre, si je faisais peut-être de la sophrologie ou du yoga, on pouvait rentrer plus par le biais du corps pour agir sur les émotions ou sur les pensées. Si on faisait de la gestalt, peut-être on allait un peu plus dans les émotions. Enfin voilà. Et la médecine chinoise, elle a une vision globale. Donc quand j'ai mis le nez un peu là-dedans, dans l'énergétique chinoise et dans... Alors après, il y a d'autres médecines traditionnelles que j'ai pu aller voir aussi, mais avec la médecine chinoise, j'ai vu une vision globale. Et cette vision globale, je me suis aperçu qu'en fait, nous, occidentaux, on se focalisait sur certains points et on la comprenait encore avec notre esprit occidental qui focalise, qui aime bien le détail, qui aime bien analyser, au lieu de voir justement le global, la santé globale et comment tout interagit ensemble. Et à force de me soigner, à force de comprendre des choses, à force de voir des aspects complètement différents de la réalité, puisque voilà, de la réalité de la santé et du vécu, au bout d'un moment, je me suis dit, déjà je suis perdu, parce que finalement tout le monde dit des choses différentes, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont super bien soignés par l'hypnose, et puis des gens qui sont super bien soignés par le yoga, et puis des gens qui sont super bien soignés par la médecine moderne, et d'autres par la méditation. Alors oui, mais pourquoi il y en a qui ne sont pas soignés? Pourquoi il y en a qui sont? Et qu'est-ce qui interagit? Et comment ça est-ce qu'il n'y aurait pas un tout cohérent? Et c'est vrai que c'est ce que j'aime, c'est trouver le lien et ce tout cohérent, et c'est ce que je crois être arrivé à faire. Et jusqu'à preuve du contraire, je trouve que ça marche parfaitement, parce que ça marche notamment, pas que dans la santé, mais dans tout. C'est-à-dire que dans tous les systèmes, cette vision que j'apporte avec la TILT, qui est donc la Tao Integrative Life Therapy, parce que Tao, c'est la base qui vient de la médecine traditionnelle chinoise, intégratif parce que j'intègre tout ce que j'ai pu trouver autour et qui rend tout parfaitement. Et ça marche pour le couple, ça marche pour le management, ça marche pour la santé, ça marche pour l'éducation, ça marche pour tout. Il y a une vision qui est enfin globale, qui prend en compte le tout, et donc on va sans doute parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre. Alors c'est une part que j'ai décrit dans mon livre, parce qu'en fait, en écrivant le livre, il y a tellement de choses qui sont venues. J'ai dû sélectionner et faire en sorte que le lecteur puisse faire le cheminement avec moi, mais pas mettre des choses peut-être trop avancées dans un premier temps. Les choses trop avancées, on va dire que c'est le côté formation professionnelle pour la TILT. Et par contre, voilà, il y a l'introduction, le côté personnel. Ok, d'abord, en fait, remettons les bases. C'est quoi la santé et c'est quoi la vie? Parce qu'en fait, je vois qu'on n'a rien capté à tout ça. C'est-à-dire que tous les jours, je vois des gens qui donnent leur avis sur la santé, sur leur santé, sur la santé des autres, ou sur ce que c'est la santé, mais ils n'ont absolument rien compris. Et c'est pas qu'il n'y ait pas des gens qui ont déjà compris. Il y a bien sûr des gens qui ont déjà compris, d'un certain point de vue toujours, mais qui sont déjà plus proches de ce que c'est, mais c'est absolument pas ce que au quotidien, les médias véhiculent, et là où on va, quoi. Et dans un moment où on est en train de dire qu'il est primordial que chacun se réapproprie le sens de l'écologie, du respect de la nature, pour les transformations qui sont en train d'avoir lieu, et que, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? En fait, il me semblait essentiel de rappeler que la santé, c'est un point essentiel de l'écologie. Aujourd'hui, on a une santé
qui est complètement polluante. Si demain il n'y a plus d'électricité ou plus d'essence, on n'a plus de système de santé. Et ça me semblait primordial de rappeler qu'en fait, on a la capacité d'avoir une santé, une auto-guérison, une auto-santé qu'on maîtrise, qu'on est capable de nourrir, qui est capable de s'améliorer, on y reviendra, et puis qui du coup est écologique. Et donc voilà, j'ai fait un livre pour redonner ce pouvoir-là aux gens. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans ce que tu es en train de dire, en tout cas si je devais le reformuler aussi, mais il y a vraiment ce truc de moi en tant que Sophie, je vais venir, je comprends pas tout, je comprends pas ce qui se passe, il y a des choses qui se passent dans mon corps, il y a des choses qui se passent, et ça, ce serait intéressant de le voir aussi quand on parle de santé et de guérison, ça touche à quoi? Mais avant ça, juste il y a et Sophie, elle a un système qui fonctionne de manière individuelle, en fait, quelque chose qui est et en allant voir des spécialistes, effectivement, on va pas voir le tout et la globalité. Et ce que tu proposes, c'est vraiment, justement, approcher Sophie avec ce système global, d'aller voir quels sont les déséquilibres chez Sophie dans ce système. Et là, ensuite, pour pouvoir ensuite, du coup, orienter Sophie vers, une médecine, qu'elle soit alternative ou pas, peu importe en fait, mais qui lui conviendrait et qui conviendrait du coup à justement rééquilibrer une ou plusieurs d'ailleurs, ou même peut-être à expliquer pourquoi Sophie va vers le yoga et la méditation aujourd'hui, et donc faire le lien entre ce qui l'a déjà attiré, ce vers quoi elle est déjà allée pour se guérir ou pour justement se rééquilibrer, et donc justement mettre du sens là-dedans. C'est ça que je trouve pour moi en tout cas formidable. Ouais. On s'intéresse vraiment à Sophie, pas aux symptômes de Sophie. Admettons, t'as mal à l'épaule, j'en ai absolument rien à faire que t'aies mal à l'épaule. Ce qui m'intéresse, c'est Sophie, c'est qui Sophie. Et cette médecine-là, elle s'intéresse à qui est Sophie dans son entièreté. On s'en fout de son épaule. C'est pas qu'on s'en fout en tant que tel, mais là où d'habitude le spécialiste se concentre que sur l'épaule, non, là, en fait, c'est un aspect de Sophie. Elle a peut-être mal à l'épaule, mais on va voir l'ensemble. Et l'ensemble, c'est quoi? Déjà, c'est pas que physique. C'est quand même essentiel de le rappeler que, par exemple, mon expérience de Fabien Malgrand ne passe pas que par mon corps physique. Elle passe par mes émotions. Et mes émotions, c'est ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. C'est ce qui m'attire, ce qui ne m'attire pas ou ce qui me rebute. C'est mes élans, d'accord? Je peux avoir une montée de colère, je peux avoir du dégoût et vouloir partir en arrière, j'ai envie de la tendresse. Bon, ça, c'est mes élans intérieurs, c'est les émotions, donc ça, ex-motion, ça met en mouvement. Donc ça, c'est un plan du vécu et déjà, on a tendance à l'oublier. Ou s'il y a certaines médecines alternatives qui vont parler des émotions, mais qui vont parler que des émotions, et plus forcément le lien avec le physique, ou en disant toutes les maladies viennent des émotions, ce qui n'est pas vrai, et elles vont prendre en focalisation ça. Donc c'est aussi une médecine spécialisée, je me spécialise dans l'émotion pour voir l'impact sur le reste. Mais voilà, on a chacun un peu des portes d'entrée globales, et moi je me dis, en fait, mon vécu de Fabien, il passe par mon corps, il passe par mes émotions, il passe par mes pensées. Donc ça, mes pensées, c'est mes filtres, c'est mes croyances, c'est mes suggestions, enfin mes interprétations, mes suppositions, voilà, je cherchais le mot, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas appelé, tiens, pourquoi elle ne m'a pas appelé? Tiens, j'imagine quelque chose, je fais des suppositions, j'interprète des projections mentales, visuelles aussi, puis j'ai des croyances sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc le mental, c'est plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est mon jugement par rapport à ça, mes croyances, mes expériences, mes souvenirs, etc., qui sont donc différents des émotions, puisque les émotions peuvent être en conflit, c'est-à-dire que je peux aimer quelque chose, mais juger, donc aimer avec mes émotions et juger que c'est pas bon, ou ne pas aimer avec mes émotions, mais juger avec mon mental que c'est bien. Donc c'est vraiment des plans différents. Il y a des conflits. Et il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits aussi du coup avec le corps physique. Et puis il n'y a pas que ces trois aspects-là. Il y a un quatrième dont je parle, et c'est pareil, il y a des gens qui sont spécialisés dans la spiritualité, ce quatrième plan.
en pensant que tout vient du spirituel et en imaginant qu'on va travailler sur le spirituel et ça va tout transformer le reste. Et moi, ce que j'essaie juste de dire, humblement, c'est « Eh oh, en fait, on peut agir de n'importe quel plan sur les autres. » Et en fait, ça va faire une médecine globale. Si on s'attaque que d'un point de vue, enfin, si on prend Sophie que du point de vue mental et je veux agir sur elle par l'hypnose, ou que d'un point de vue spirituel, en voulant agir sur elle par la reliance à l'unité. On va parler de ce que c'est la spiritualité parce que c'est pas la religion encore. Enfin, ça peut, mais c'est pas forcément. Ou alors que par le physique, par le massage, en disant bah tiens je te masse et puis c'est bon, tes problèmes seront réglés. Ou que par le médicament qui est physique, qui est une porte d'entrée physique, la chimie. Tout ça, c'est que des spécialités. Et en fait, ce que j'aime voir, c'est, ok, en fait, non, elle a 4 plans du vécu, au moins 4 plans du vécu. Et quand je dis au moins, c'est que peut-être il y en a d'autres, parce que dans les traditions, tu le sais du coup dans l'hindouisme, on parle des plans karmiques, atmiques, etc., bouddhiques. Et en fait, moi, ces plans-là, en fait, ils ne m'intéressent pas, parce que notre vécu, il est là, dans l'ici et maintenant, il est dans le physique, il est dans l'émotionnel, il est dans le mental, et il est dans le spirituel. Il faut qu'on le définisse encore pour ceux qui suivent la vidéo. Mais il y a vraiment pour moi, c'est essentiel. En fait, même à la limite, le plan spirituel, il agit sur les 3 autres plans. Donc en fait, nous, on est dans le plan de la dualité, en train d'expérimenter la dualité. La dualité, c'est-à-dire les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. On est en train d'expérimenter cette dualité-là d'un point de vue physique, mais on la vit aussi d'un point de vue émotionnel, le j'aime, j'aime pas, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai un mouvement vers toi ou j'ai un mouvement de dégoût, tu vois. Ces mouvements, c'est pareil, il y a toute une science autour de ça, on va aller bien plus loin. Et puis, pareil, mentalement, avec le « c'est bien, ce n'est pas bien », avec le jugement, avec les pensées qui vont me porter et les pensées qui vont, au contraire, m'affaiblir ou me limiter. Donc, on est dans cette dualité-là. Et finalement, dans la dualité de ces 3 plans, on peut tout guérir, tout observer, tout mettre en conscience. J'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question. Est-ce qu'on peut tout guérir, justement? Et est-ce que, justement, dans ce plan-là, oui? Oui. Alors bon, cette question-là, il faudrait la mettre en exergue avec plein d'autres choses dont on n'a peut-être pas parlé. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment tout guérir? Peut-être qu'on la laisse pour un peu plus tard, histoire qu'on ait dégrossi avant. Okay. Moi, je pense qu'on peut tout guérir. Mais il faut écouter jusqu'à la fin. Okay. Non, mais disons qu'il y a... Revenez après la pub. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être... Si tu parles de guérison, est-ce que, du coup, ça sous-entend qu'on est malade? Et ça veut dire quoi, être malade? Ou ça veut dire quoi, avoir besoin d'être guéri? C'est quoi ce truc-là, en fait? Et sur quel plan tu parles? En fait, déjà, c'est quoi la santé, du coup? C'est quoi la santé, en fait? Ouais. Parce qu'effectivement, on s'intéresse essentiellement dans notre société à la maladie plus qu'à la santé. Voire à la santé physique, par le côté fitness, machin, tout ça, de plus en plus par l'alimentation. Donc c'est une porte d'entrée, on s'intéresse à la santé de ce point de vue-là, un peu par la santé type développement personnel, à la santé... il y a un aspect, disons, du développement personnel qui est la santé, mais on l'a pas défini, on n'a pas défini ce que c'était vraiment la santé, et je passe un bon bout de temps dans mon livre à décrire ce que c'est la santé. Ton bouquin qui vient de sortir, là, il y a 2 jours. Donc pour Noël, Je choisis de guérir par Fabien Malgrand, Construire ma santé par la pleine conscience, qui est disponible sur Amazon. Et sur mon site. Et sur ton Actuellement, site c'est mon site ou Amazon. Et puis... Voilà, donc sur commande. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ça, sur ce livre? Pourquoi tu as choisi d'écrire un livre et à quoi ça sert? Alors pourquoi j'ai voulu écrire un livre? Parce que
Parce que je le sentais comme ça. C'est-à-dire que justement, on n'a encore pas parlé du plan de la spiritualité, mais c'est sentir le mouvement de la vie qui nous traverse, notre intime conviction. On sent qu'on doit le faire et c'est ni vraiment une peur, ni un désir, donc c'est pas une émotion, c'est pas non plus un truc qui me dit ce serait bien que tu écrives un livre, c'est pas une pensée qui me le dit, c'est mon intime conviction. Donc c'est avant tout ça, c'est-à-dire je me suis dit ah ouais, tiens, je sens que je dois écrire un livre. Donc quand même, ça fait peur parce que faut prendre du temps. Tu sais, tout de suite, le mental, il va dire faut prendre du temps. C'est pas forcément mon désir, là, j'ai d'autres trucs à faire, tu vois. Est-ce que tu es capable ? Est-ce que je suis capable ? Ça va être long, ça a été un choix en plus dans ma vie de dire du coup j'arrête plein de choses, donc j'arrête de gagner de l'argent pour me concentrer juste à écrire et à expérimenter parce que c'est là où ça m'a emmené. Le fait d'écrire, c'est t'écris des choses et t'écris, tu dis est-ce que je suis vraiment persuadé de ce que j'écris ? Alors t'essayes de le formuler bien, puis tu te dis non mais en fait c'est pas un problème de formulation, c'est un problème que au quotidien je le vis peut-être encore pas à fond. Donc d'abord, je dois le vivre à fond. Donc d'abord, tout ce que je dis, est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que je le vis vraiment dans mon corps ? Et ça, du coup, ça m'a amené vers beaucoup de pratiques et vers beaucoup de compréhension. C'est-à-dire que ce livre, ça a été vraiment un vrai cheminement, pas juste une écriture de livre. Mais j'ai écrit ce livre parce que je sentais que je devais écrire ce livre. Et j'ai commencé à écrire un deuxième livre, en fait, qui n'est pas sorti, parce qu'en fait, en l'écrivant, je me disais, mais en fait, ça, pour qu'on le comprenne et pour que les gens ils comprennent vraiment, mais il faut qu'ils comprennent ce que c'est la santé. Tu vois ? C'est-à-dire, moi, je parlais déjà de comment on règle le problème, en gros. Je disais, oui, mais s'ils ne savent même pas ce que c'est le problème, parce qu'ils n'ont encore rien compris à la santé, et quand je dis ils ont, parce que je l'observe autour de moi, mais aussi parce que moi, tout n'était pas clair, donc j'avais besoin aussi, tu vois, d'affiner comment j'ai tombé encore dans des pièges de notre vision occidentale sur la santé qui est très commerciale. Je t'amène la guérison de l'extérieur et tu l'achètes. Donc on voit ton symptôme, on regarde ton symptôme, on le nomme, on te donne un médicament pour ce symptôme et toi tu dis merci, je l'achète et je prends ce médicament pour ce symptôme. Mais pourquoi ce symptôme est là ? J'en sais rien, c'est le hasard. Je ne sais pas pourquoi j'ai créé ce symptôme. Est-ce que ce symptôme, faut vraiment l'enlever ? Je pense que non, et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre. On n'est pas là pour enlever le symptôme. Le symptôme, c'est un signal d'alarme qui nous prévient que dans la globalité Fabien ou dans la globalité Sophie, justement, si on sort notre regard de l'épaule qui a un symptôme, on regarde Sophie dans son ensemble, et là, dans le système Sophie, dans la globalité Sophie, il y a quelque chose qui a créé peut-être un déséquilibre. Et l'alarme, le signal d'alarme s'exprime dans l'épaule, en fait. Mais si on enlève le signal d'alarme, on n'enlève pas le problème, c'est-à-dire on n'enlève pas le déséquilibre, on n'enlève pas ce qui s'est passé. Et est-ce qu'il faut l'enlever en plus ? C'est encore une autre question, aussi cette cause-là. Parce qu'il y a des symptômes de guérison. Donc j'explique aussi qu'on crée beaucoup de problèmes à vouloir guérir des symptômes qui sont des symptômes de guérison. Donc il fallait dégrossir tout ça. Juste, tu es en train de dire en fait que parfois, l'inflammation par exemple, ou quelque chose qui va être... qui va physiquement nous faire mal ou quoi, peut être justement, ou une grosse fièvre, mettons, peut être quelque chose qui guérit quelque chose d'autre. En fait, c'est pas forcément une maladie, ou c'est pas forcément ce qu'on entend par être malade ou par... déjà, pas toujours. Oui. Alors, s'il y a une inflammation, admettons, ou une fièvre, prenons une fièvre, admettons, tu as pris un virus, d'accord, il y a effectivement des microbes qui sont arrivés, il y a une petite fièvre qui est là pour monter la température et faire que ces bactéries et ces virus meurent. Parce qu'avec la température à 38 degrés, ils mourront, donc c'est fait exprès. Tu vois, donc le corps, c'est un moment où il se défend, et si toi tu veux baisser sa température, du coup tu l'empêches de combattre ce pourquoi le corps a mis en place ce symptôme, tu vois. Ça, c'est un premier point. Donc, ça veut dire que le symptôme, il est là pour une raison précise.
pour te soigner de quelque chose. Non seulement il est là pour te soigner de quelque chose, mais en plus, parfois, quand tu guéris, il y a des nouveaux symptômes qui ont lieu. Et ça, je le vois toujours, mais tellement régulièrement en psychothérapie. C'est-à-dire que quand tu travailles vraiment d'un point de vue émotionnel, comme on peut le faire donc dans la tilt, où c'est pas que c'est émotionnel, c'est qu'on appuie sur ton programme principal, c'est-à-dire sur le bouton Sophie, quoi. Tu vois, tu te rappelles cette expérience-là et c'est ce que tu as envie d'apprendre à faire, etc. Donc c'est pour ça qu'on en parle tout le temps, mais c'est trouver allez, ouais, il y a le bouton sur lequel j'appuie et qui crée tous les problèmes de Sophie, en gros. Ouais. Ce qui m'empêche d'être dans un cycle, disons, d'être pleinement moi-même. Vertueux, ouais, un cycle vertueux. Un cercle vertueux. Bon, là, j'expérimente le côté le sabotage ou des choses qui... Et ça s'imprime dans le corps, mais aussi relationnellement, et aussi mentalement, émotionnellement. Enfin, ça s'imprime dans multidimensions. Donc oui, on a été coupés. Et on en était justement au fait que je voulais que tu m'expliques les symptômes de guérison. Et donc, ce pourquoi, en fait, avoir un symptôme parfois, c'est pas forcément un mauvais signe, en tout cas, ou c'est au contraire, ça peut être un symbole de guérison. Et ce pourquoi... Ce que je commençais, alors, sans rentrer dans les détails, mais ce que je commençais à expliquer, c'est que déjà, le symptôme... Alors, en fait, c'est pour ça. En fait, définissons la santé. Allons-y. Parce que là, on l'a encore pas défini, et donc c'est un peu trop tôt d'aller sur les symptômes des guérisons. La santé n'est pas juste l'absence de maladie. La santé, en fait, intuitivement, on la comprend quand on parle de la nature, quand on voit la nature. Tu vois, cette plante-là, elle est dans un pot. Elle a une certaine vitalité. Mais si je la mets dans la nature, l'arbre, il sera peut-être 3 fois plus gros, avec une vitalité bien plus forte, tu vois. Est-ce que là, elle est en mauvaise santé? Non, elle est en belle santé. Mais si je la mets dans la nature, elle a une santé bien plus puissante encore, où l'arbre, il fera peut-être 2 fois sa taille, elle sera plus épanouie, et elle durera peut-être plus longtemps. Et elle sera plus résiliente au changement, bien qu'il y ait des changements plus forts dans la nature que là, tu vois. Mais si tu mets un sapin en pot, il n'aura pas la force et la santé et la vitalité que celui que tu mets dans la nature. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles dans la nature. Il y a les règles de la nature, les lois de la nature qui définissent ce que c'est la santé. D'ailleurs, si la plante est malade, le meilleur truc à faire, c'est la remettre en terre pour qu'elle retrouve sa vitalité. Et nous, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, pour moi, la santé, c'est la vitalité. Et considérer par exemple que j'ai une bonne santé, mais que j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose, par exemple, tu vois, j'ai une bonne santé, mais j'arrive pas à me concentrer. Mais non, mais t'as pas une bonne santé, parce qu'il te manque de la vitalité. Il te manque de la vitalité d'un point de vue mental, d'accord. Si j'ai une très bonne santé, mais j'arrive pas à m'adapter quand ma copine me quitte, je suis complètement déstabilisé, j'arrive pas à m'adapter à ça. Bah, t'as pas une bonne vitalité, tu n'as pas une bonne capacité à t'adapter, à rebondir et à vivre suite à cette rupture. Donc ça, d'un point de vue émotionnel. Ta santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, pour moi, c'est ta vitalité et ta capacité à t'adapter. Et ta vitalité, elle peut toujours s'améliorer. Est-ce que tu es assez curieux dans ta vie? Est-ce que tu mémorises assez rapidement? Est-ce que tu as une bonne vitalité dans ta mémorisation? Est-ce que tu as une bonne vitalité dans ta digestion? Où est-ce que tu as une bonne vitalité, ou est-ce que tu n'en as pas une bonne? Et là, tu commences à définir la santé. Et ta vitalité, c'est ta capacité à t'adapter. C'est-à-dire, est-ce que tu es toujours frileux? Est-ce que, donc d'un point de vue physique, tu vois, est-ce que tes digestions sont difficiles? Est-ce que tu es assez fort pour porter des choses lourdes? Est-ce que, tu vois, ça, c'est ta vitalité physique. Est-ce que tu es assez fort? Est-ce que tu as un dos? Tu vois, moi, c'était pas mon cas. J'avais un dos où, dès que je portais un truc, de toute façon, mon dos, il était en vrac. Donc, j'avais pas de vitalité dans mon dos. D'accord? J'avais pas une bonne vitalité j'étais tout le temps frileux. Donc, déjà, j'avais pas une bonne vitalité pour
gérer le froid et puis pour gérer les écarts de température. J'avais pas une bonne vitalité digestive, j'étais toujours ballonné, etc., etc. Tu vois, donc j'avais plein de symptômes physiques. Mais je me suis rendu compte que d'un point de vue émotionnel, j'avais pas une très bonne vitalité. J'exprimais pas mes émotions, je les laissais pas passer. J'étais déstabilisé facilement, soit par une jolie fille, soit par un prof autoritaire. Tu vois, ou par quelqu'un qui m'engueulait dans la voiture, tu vois, en me disant « mince, j'ai fait une connerie, pourquoi il m'engueule, salaud ?» Enfin, tu vois, j'allais réagir. Et j'étais comme ça, déstabilisé. Plus tu as de la vitalité, plus tu t'adaptes, plus tu es posé, plus tu es stable, quel que soit le problème quelle que soit l'influence extérieure, qu'elle soit physique, tu digères, il y a un truc qui n'était pas très bon à digérer, bah, tu as une bonne vitalité, tu le digères bien. Il y a une émotion qui n'est pas facile à digérer, mais toi, tu as une bonne vitalité, tu la digères bien. Il y a des pensées, des choses que tu as apprises, tu vois, que tu apprends à l'école ou, je sais pas, dans les médias, etc., qui sont dures à digérer, à comprendre, à te rappeler, etc., mais toi, tu as une bonne vitalité, tu les digères bien. Ça, c'est la santé. La santé, c'est ta vitalité, ta capacité à t'adapter. D'accord ? Ok, mais ça sert à quoi, en gros, d'être en bonne santé? Parce que si je t'entends, ok, cool, mais en quoi Ouais, cool, j'ai de la vitalité. Ouais, cool, j'ai de la vitalité, c'est cool. Moi, ce qui me vient là instantanément, c'est... en fait, j'en ai besoin pour vivre et pour être Sophie pleinement, en fait. C'est ce truc-là, en fait, qui me vient. Mais qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, en fait Ça revient sur qu'est-ce que c'est la spiritualité, du coup. On n'en a pas parlé de ce plan-là. Parce que là, effectivement, je décrivais la vitalité d'un point de vue physique, émotionnel et mental. Et c'était déjà important de se rendre compte, et peut-être, petite parenthèse par rapport à ça, de se rendre compte que cette vitalité, on est avec plus ou moins de vitalité, donc comme si on avait un niveau de vitalité, et qu'il y a des choses qui nous demandent de l'adaptation, et quand on doit plus s'adapter qu'on a de niveau et de capacité à s'adapter, et de niveau de vitalité, et ben là, on crée des symptômes. Parce que là, ça dit « attention, j'arrive plus à m'adapter ». C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? On a un certain niveau. Dans la vie, on doit s'adapter à plein de choses, tout le temps. C'est pas un monde parfait. On est dans un monde de la dualité, avec des changements. On est sans cesse en train de s'adapter. Mais quand les choses s'accumulent, je dors pas assez bien, je mange pas assez bien, j'ai un traumatisme émotionnel, j'ai du stress au boulot, je fais pas ce que j'aime faire, et on va venir peut-être sur la spiritualité dans quelques instants, et bien du coup, hop, ça passe au-dessus, et là, mon niveau, ma capacité à m'adapter, elle est là, et en fait, problème, là, il y a un symptôme. Voilà. Okay ? Il y a un symptôme pour dire, t'arrives plus à t'adapter, donc soit tu dois dormir mieux, soit tu dois mieux digérer, faire attention à ton système digestif ou à ce que tu manges, soit tu dois mieux gérer tes émotions, soit tu dois aller dans la nature parce que tu n'y vas pas assez. Et hop, tu fais tout ça, ça repasse en dessous de ta capacité à t'adapter. Et ça, c'est vraiment... Donc ça, c'est ta capacité à t'adapter, ce niveau-là, c'est ta santé. C'est ça qui est important. Donc cette capacité d'adaptation, eh bien, évidemment, selon les gens, elle est plus ou moins haute à ta naissance, d'accord, selon ton héritage génétique, selon, voilà, tu peux naître faible, tu peux naître fort, voilà. Donc ça dépend vraiment, en fait, de chaque individu. Ça dépend de chacun. En fait, tu as une quantité de base qui dépend de chacun. Cette quantité, elle diminue à chaque fois que tu demandes de l'adaptation. Donc ça s'appelle la vieillesse. C'est-à-dire que en fait, comme tu demandes des choses à ta capacité à t'adapter, à ta vitalité, elle diminue, parce que tu lui demandes sans cesse des choses. Et par contre, avec l'entraînement et le renforcement et l'expérience, par exemple, un bébé, il a une petite capacité d'adaptation, mais plus il devient autonome, etc., plus tu peux augmenter cette capacité d'adaptation. Du coup, tu peux agir contre cette vieillesse. C'est-à-dire que, oui, tu l'as usée et tu l'uses tous les jours, mais si tu sais la renforcer, tu remontes ton niveau d'adaptation. Donc même si... Et c'est là qu'on voit qu'il y a un jeu entre les symptômes et ta santé. C'est-à-dire qu'il y a ta demande d'adaptation, mais si toi tu augmentes ta santé, tu peux t'adapter à plus de choses. Maintenant, si tu préfères enlever ce à quoi tu dois t'adapter, c'est bon, tu auras aussi
une meilleure santé. Enfin, tu auras moins de symptômes. Tu vois, c'est pas que tu as une meilleure santé, parce que ta santé elle est meilleure, elle est là, mais tu as moins de symptômes vu que tu as enlevé les choses auxquelles tu dois t'adapter. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont être sensibles à tout. Tu vois, ils ont un niveau de santé qui est là, et du coup, ils vont être sensibles à tout. Donc, ils peuvent plus manger. Il faut qu'ils mangent hyper sain. Il faut qu'il n'y ait pas d'ondes autour d'eux, qu'il n'y ait pas, tu vois, d'ondes radio, je sais pas quoi. Ils ne vont même pas sortir parce que les émotions et les gens, ça va être compliqué. Ils ne peuvent pas écouter la radio et entendre les informations comme quoi le monde va mal, parce que ça va leur demander encore beaucoup de stress, beaucoup d'adaptation, et ainsi de suite. Tu vois, et donc eux, ils enlèvent tout ça pour aller bien. C'est aussi d'une certaine manière ce qu'on faisait en allant dans un monastère ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, tu t'extrais de la dualité, de toutes les choses auxquelles tu dois t'adapter, et tu es en retraite, quoi. Ouais, tu t'isoles en fait. Tu t'isoles. C'est l'isolement. Et... Voilà. Et là, tu n'as pas amélioré ta santé, tu as juste enlevé tes capacités d'adaptation, donc tu as moins de symptômes. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que la santé, donc, elle peut être prise par deux bouts. Il y a l'aspect extérieur de la chose, donc extérieur à moi, donc ce qui influence ma capacité d'adaptation. Et il y a cet aspect intérieur, en fait, qui est, bon, là, je vais prendre conscience de ce qui est en moi, du coup, réagit, en fait, et je vais aller voir, plan physique, émotionnel, mental, et je vais aller voir, et c'est là où je vais pouvoir agir, en fait. C'est ça que tu... Oui, parce qu'on sait bien, d'ailleurs, n'importe quelle étude sur la résilience montrera ça, mais on sait bien que c'est pas l'événement qui crée comment tu réagis. D'accord ? C'est ce qui se passe en toi, comment tu t'es construit, tes croyances, tes émotions, ton état d'adaptation, ta vitalité, qui fait que tu t'adaptes ou pas à ce qui se passe. Pour deux personnes qui ont deux enfants qui ont vu leurs parents se faire assassiner devant eux, il y en a un, il va devenir... peut-être, je sais pas, il va aller très mal, dépressif, schizophrène ou que sais-je, tu vois, et ça va être difficile. Et tandis que son frère, pour le même événement, il va peut-être devenir un homme politique qui va vouloir créer une organisation humanitaire, déplacer des montagnes contre ce qui s'était passé, ou voilà, tu vois. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, simplement, lui, il n'a pas le même niveau de santé. Il n'a pas la même capacité d'adaptation émotionnelle à ce moment-là, soit parce qu'il a un an de plus, j'en sais rien, tu vois, c'est le grand frère, mais pas forcément. Il y a plein de phénomènes. Donc après, justement, le but d'une vraie médecine, c'est d'explorer tous ces phénomènes d'un point de vue physique, émotionnel, mental. Et on arrive sur la spiritualité. Attends, je trépide. Mais afin de créer de la santé, créer de la vitalité pour l'augmenter, tout en étant capable, avec intelligence, avec discernement, avec lucidité, de dire oui, c'est bien de s'adapter, mais en même temps, c'est pas top c'est bien d'augmenter sa capacité d'adaptation, mais il y a des choses, au bout d'un moment, c'est aussi bien de les enlever. Tous ces stress-là qui servent à rien, ces pesticides, ces machins, ou ces réseaux sociaux, ou j'en sais rien, tout plein de choses qui nous demandent de l'adaptation et qui, si on les limite, fait qu'on aura moins de symptômes. Sachant que la santé, elle soigne le tout. C'est-à-dire que, en fait, nous, on a vu d'un point de vue scientifique et analytique comment créer la santé de ton épaule, tu vois, sans s'intéresser au tout. Et on va mettre des anti-inflammatoires, des machins, des trucs pour que tu n'aies plus de symptômes. Tu vois, c'est pas créer la santé, c'est enlever la maladie. Mais si on veut créer la santé, c'est pourquoi ? C'est parce que la santé, ta vitalité, c'est elle qui te répare. Ton corps, il se répare à chaque instant. La vitalité, elle te répare. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de cibler l'épaule si par ailleurs, tu as moins de choses auxquelles tu dois t'adapter. D'accord ? Si tu as une meilleure vitalité et moins de choses auxquelles tu dois t'adapter, tu guéris tout. D'accord ? Peu importe le symptôme que tu as, s'il est là, ou peu importe la maladie, le nom que on t'a donné, tu vois, que le médecin t'a donné, si on t'a donné ce nom-là,
C'est juste pour dire c'est un nom de symptôme, tu vois. On l'a appelé, je sais pas, gingivite, on l'a appelé... Enfin, tu vois, on a donné un nom, ah bah t'as ça, ah bah pas de bol, t'as ça, on va mettre un anti-inflammatoire, un truc pour l'enlever, ou l'opérer, ou tu vois, ou faire des rayons, ou que sais-je, pour enlever ce symptôme. Non, si on remet de la santé, elle va le réparer tout seul, et ça va guérir tout seul. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, il y a déjà un système, Sophie, Fabien, on est tous déjà un système qui est là pour s'auto-guérir, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. En fait, tu es vivante, et puisque tu es vivante, tu es la vie. Et le propre de la vie, c'est de s'adapter et c'est de vivre. En fait, là, en toi, à chaque instant, toutes tes cellules, elles sont en train de tout faire pour te maintenir en vie. C'est ta pulsion de vie, tu vois. et ça, tu n'y peux rien, en fait. Ce que tu peux faire, c'est enlever les bâtons que tu lui mets dans les roues. Si tu enlèves les bâtons que tu lui mets dans les roues et que tu l'entraînes aussi, bon, en fait, je définis 5 méthodes d'action et puis dans mon deuxième bouquin qui n'est pas écrit, mais ce qu'on fait dans la tilt, après il y a les 10 lois de la guérison, il y a 10 lois générales qui définissent comment on recrée la santé. Et à partir de là, la santé, elle fait tout seule parce qu'elle est en train de le faire. Elle fait tout. Et c'est pour ça qu'une inflammation, c'est aussi la santé qui est en train d'inflammer, qui est en train d'amener, de faire par exemple un œdème. Un œdème, c'est quoi ? C'est un afflux de sang. Et si c'est un afflux de sang, c'est un afflux de globules blancs. Donc système immunitaire, oxygène, etc. Pour soigner cette zone-là. Et s'il y a un œdème et qu'il est trop gros et qui t'empêche de bouger le bras, c'est fait exprès pour que tu n'aies pas à bouger le bras, pour qu'il ait le temps de réparer. Sauf que nous, dans notre vision, on se dit la maladie, c'est pas bien. C'est juste une vision, c'est un paradigme, c'est absolument pas scientifique, c'est juste une vision des choses. On se dit la maladie, c'est pas bien, il faut l'enlever. Donc on laisse pas faire le travail du corps et on l'encourage pas, parce que bien sûr, le corps peut être faible et ne pas y arriver. Et moi, ce que je propose, c'est d'encourager le corps, et pas que moi, il y en a d'autres. Je veux dire, c'est d'ailleurs dans les médecines traditionnelles expliqué depuis longtemps, ça, ce principe-là. Avec leur culture et notre vision occidentale a rarement compris le sujet. Mais c'est juste, ok, en fait, non, on remet de la santé, on remonte la santé, on revalorise la santé, et les symptômes, les maladies vont disparaître d'eux-mêmes. Peut-être qu'il est temps de préciser ce que c'est la santé spirituelle. Ok, donc le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est juste le rapport à la vie, finalement, parce que je viens de te dire, t'es la vie. T'es la santé, t'es la vie. Simplement, il y a des symptômes. Pourquoi ? Parce que tu bloques la vie parfois avec des croyances, avec des mouvements, avec des émotions, avec des résistances, etc. Tu vas la bloquer. Ou alors tu vas la surutiliser et après tu la recharges pas assez. Enfin, il y a de multiples raisons pour lesquelles tu vas faire en sorte que la vie, elle passe pas parfaitement. Mais t'es la vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour moi, c'est ça la spiritualité avant tout, c'est de percevoir que tu es la vie et qu'il y a une intention derrière, c'est que tu vives. La vie, il y a une intention à la vie. La vie, c'est de vivre. D'accord ? Elle fait tout pour vivre. Tu mets n'importe quelle plante, n'importe quelle graine, n'importe quel élément vivant, c'est qu'il y a cette intention qui est de vivre. Et pour moi, la spiritualité, c'est juste le lien avec l'intention qui a eu à un moment donné, quelque part, qu'on vive. Et pour moi, cette intention, elle vient de l'unité. Alors c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des plans de la dualité. D'un point de vue physique, émotionnel, mental, on est inscrit dans la dualité. Et le plan spirituel, c'est le lien à l'unité. C'est-à-dire, alors pour les uns et les autres, on va appeler ça d'une manière différente. On va dire que pour un scientifique, il va appeler ça le champ quantique. Et puis pour un religieux, il va appeler ça Dieu ou le divin. On peut appeler ça le Tao. Dans le taoïsme, c'est juste une manière de dire le sans-nom, l'unité absolue, le non manifesté. Alors, il y a un monde qui est non manifesté, qui est le champ d'information dans lequel tout ça prend place, tout ça existe, tout ça surgit d'un plan qui est non manifesté. Et ce plan non manifesté, c'est le champ quantique que les scientifiques aujourd'hui étudient. C'est un champ de possibilités, c'est un champ d'information, c'est un champ de vide apparent entre la matière, entre les atomes, etc. C'est du vide, mais en fait, ce n'est pas du vide, c'est de l'information.
Et c'est de l'énergie qui relie le noyau d'un atome à ses contours, par exemple. D'accord ? Enfin, il y a cette information qui est là, et nous, on en tire une réalité et on expérimente une réalité. Et pour moi, le plan spirituel, finalement, c'est comment je me relie à l'unité et à la vie et à l'intention de vie, qui était l'intention d'incarner Fabien. Il y a une intention en moi qui a été d'incarner Fabien, d'être Fabien, de naître en Fabien, d'expérimenter le corps de Fabien, d'expérimenter les émotions de Fabien, les peurs, les angoisses, les stress, les projections, les dégoûts, je sais pas quoi, l'amour, la tendresse, etc. J'avais envie, il y avait une intention, c'était pas j'avais, il y avait une intention en moi d'expérimenter ce jeu-là. Et cette intention-là, elle vient du champ du non manifesté. Elle vient du champ divin, du champ quantique, de peu importe comment on l'appelle en fait. C'est l'unité, l'absolu. Et dans cette unité a une intention, c'est d'expérimenter la dualité. Et en expérimentant la dualité, il y a une intention de vivre. Cette intention de vivre, c'est synonyme, c'est la vie, c'est la vitalité. À chaque instant, tu es en train de vouloir vivre. Toutes tes cellules veulent vivre. Tu vois, toutes tes cellules combattent à chaque instant tout ce qu'il y a à combattre, luttent pour maintenir la vie, d'accord ? Dans une lutte ou pas, dans une coopération, mais de toutes les manières possibles, il y a la vie en toi qui est en train d'agir, de faire en sorte qu'elle vive et qu'elle continue de vivre. Et cette vitalité-là, elle circule dans ton sang, elle circule dans tes cellules, dans ta respiration, l'air que tu prends, dans ta digestion, ce que tu manges, la vitalité des aliments. C'est pareil, c'est une chose. Il y a des aliments qui ont plus de vitalité que d'autres, des aliments morts, il y a des aliments préparés, desséchés, conservés depuis longtemps, etc., qui n'ont plus cette vitalité. Il y en a d'autres que tu vois une pousse, les jeunes pousses là que tu viens de prendre dans la terre, elle est encore pleine de vitalité. Et ça, c'est une vitalité qui vient nourrir la tienne. Ouais. Vas-y, dis-moi. Mais en fait, je t'arrête là parce qu'il y a un truc dans ce que tu dis, parce que c'est comme s'il y avait la vie et la non, ou des choses qui vont pas avec la vie. Alors qu'en fait, c'est ce truc-là un peu qui est un peu tricky, quoi. Genre, là, tu dis, donc il y a la dualité, il y a l'unité, et en fait, ça dépend sur quel plan on se place. C'est-à-dire que si on se place sur le plan de l'unité, bah, tout est vie, quoi. Je veux dire, en gros, même la bouffe qui est pas sur une fréquence... et le meurtrier. Et même le meurtrier, il est vie, quoi. Je veux dire, enfin... Ouais, tout à fait. Par contre, sur un plan duel, et c'est là où, en fait, je voudrais bien savoir comment tu te places. Non, disons que la spiritualité, c'est ce lien à la vie en moi qui veut s'exprimer et qui est une intention. Mais cette intention de vie, elle s'expérimente dans le cadre de la dualité. Et la dualité a un début, une fin, donc une vie, une mort. Elle a du chaud, du froid, donc elle doit s'adapter à du chaud, du froid. Elle doit s'adapter à du grand et du petit. Elle doit s'adapter à plein de choses. C'est pas que ce n'est pas la vie, dans un ensemble, c'est la vie. Mais elle est inscrite là maintenant dans la dualité, avec notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental. Et là, eh bien, il y a des choses qui vont porter cette vie, et puis d'autres qui vont lui demander de l'adaptation, en fait, tout simplement. Et c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est pour ça, après on peut faire des milliards d'études sur est-ce que le gluten, pas le gluten, est-ce que les ondes Wi-Fi, pas les ondes Wi-Fi, qu'est-ce qui nous demande de l'adaptation ou pas l'adaptation. Bon, en fait, bien sûr qu'il y aura toujours une vision qui dira ben oui, c'est pas bon, et l'autre qui dira ben non, c'est bon en fait. Enfin, il y aura toujours des études pour se contredire et tout, parce qu'on prend le truc à l'envers. Ça nous demande de l'adaptation ou pas. Si on en a beaucoup de l'adaptation, bah, ça ne nous fait rien. Si on a beaucoup de capacité à s'adapter, si on a une grosse vitalité, ça ne nous fait rien. D'accord ? Quand on dit intolérant au gluten, c'est bien ça, c'est que tu es inadaptable au gluten. Et pourquoi tu es inadaptable au gluten ? Parce que tu avais peut-être une mauvaise capacité d'adaptation, tu vois, une mauvaise vitalité dans tes intestins, et en plus tu lui donnais beaucoup de perturbations en bouffant trop de gluten ou trop de choses ou j'en sais rien, bon, et ben ça crée que tu es inadaptable à ce gluten. Mais si maintenant tu es là et que tu manges du gluten mais que tu n'as pas d'autres perturbations,
bah, en fait, tu es complètement tolérant au gluten. Mais en fait, donc le problème n'est pas le gluten, le problème n'est pas les ondes Wi-Fi, le problème n'est pas les étrangers, le problème n'est pas je ne sais pas qui, mon ex qui m'a quitté, ou la personne qui a abusé de moi, ou que sais-je, en réalité. Le problème, c'est mon niveau de vitalité et de santé. Et je sens que c'est pas évident parce que j'ai dit la personne qui a abusé de toi, et ça peut faire ouais quand même, parce que lui quand même, t'es sûr que oui, parce qu'en fait, je vois bien que on le voit quand on est en cabinet ou quand on s'occupe des gens. Il y a des gens qui ont su et qui ont oublié des traumatismes, il y en a d'autres qui sont encore coincés dans les traumatismes. Et ces personnes-là, avec les méthodes appropriées, on peut les faire passer outre et faire que ça n'existe plus dans leur système, que ça soit plus une demande d'adaptation. Parce que là, en réalité, quelqu'un qui vient au cabinet, qui est encore, tu vois, qui vient en soins, en stage, ou qui est encore coincé avec un traumatisme qu'il a vécu, même s'il y a une semaine, c'est déjà passé en fait. Mais en tout cas, en général, c'est enfant, très longtemps avant. La question, c'est est-ce que ça lui demande encore de l'adaptation ? Oui, ça lui demande encore de l'adaptation parce qu'il se sent sale, il se sent jugé, il a maintenant des croyances limitantes sur les hommes ou sur je ne sais pas quoi, sur sa confiance en lui. Bon, bah ça, c'est ces trucs-là en fait qui sont des plots qui lui demandent de l'adaptation, d'accord ? Et qui font que ça crée encore des symptômes. Donc si on enlève ces plots-là, on ne va bien sûr pas enlever l'événement qui a eu lieu, mais si on enlève ces plots-là, et ben après la santé, elle revient. Et la stabilité émotionnelle, physique, et ce traumatisme, il a eu lieu, mais il n'est plus agissant. Il n'est plus, tu vois, parce que la santé, elle a repris ses droits et on a enlevé tout ce qui lui demandait de l'adaptation. La vie circule davantage, en fait. C'est vraiment ce truc-là. Parce qu'on l'empêchait, tu vois, des fois, c'est comme si... Je vais un peu plus loin dans le livre, ou dans la titre encore beaucoup plus loin, dans la formation pro, que juste cette explication sommaire et binaire, en plus où je montre qu'il n'y aurait qu'un seul niveau de santé alors qu'il y en a plusieurs. Mais ça permet quand même déjà de comprendre globalement. Mais tu peux agir de multiples manières parce que c'est comme s'il y avait des fois tu vois, c'est comme si ce niveau-là, des fois tu as des cordes tendues, tu vois, qui t'empêchent complètement de le monter. C'est-à-dire tu peux faire tous les efforts nécessaires, possible et inimaginable pour augmenter ton niveau de santé. En fait, tu as des cordes là qui tiennent ce truc, qui l'empêchent, et des poids posés par-dessus. Tu vois, ça peut aller plus loin. Là, c'est une image juste pour dans la discussion, on puisse déjà percevoir ça. Mais après, on peut rentrer dans le détail. Mais le but du coup de tout ça, finalement, c'est d'honorer la vie, c'est-à-dire, il y a eu une intention que je vive. Cette intention, c'est l'intention de vie. Il y a moi que j'y fasse. Je veux dire, je peux rien y faire, je peux m'endormir, je peux même être totalement inconscient, on m'assomme. La vie, elle continue en fait en moi, tant que je ne meurs pas, d'accord ? Donc il y a cette intention de vie. Même si je n'ai pas envie de vivre, il y a cette intention de vie jusqu'à... Si je ne suis pas là, moi, à vouloir me tuer, il y a toujours cette intention de vivre. Et tant qu'il y a cette intention de vivre, il y a la santé, c'est de la santé, d'accord ? C'est juste qu'on l'empêche, on lui met des bâtons dans les roues, etc. Mais cette intention de vivre, finalement, c'est le but de notre vie. C'est-à-dire qu'on a une intention de vie, il y a une part de nous dans l'unité, d'aucuns appellent ça l'âme, tu vois, mais on pourrait appeler ça juste le lien avec l'unité, qui a eu une intention d'expérimenter Sophie, d'expérimenter Fabien, qui a choisi les acteurs de cette pièce de théâtre pour expérimenter Sophie, pour expérimenter Fabien, qui choisit les choses auxquelles il doit s'adapter physiquement, émotionnellement, mentalement, pour expérimenter, pour jouer, pour connaître, parce que l'unité ne peut pas se connaître puisqu'elle est une. Elle ne peut pas se connaître quand on connaît les nuances. On peut savoir qu'on a chaud si on a froid. Mais si il n'y a pas de nuance, on ne sait pas. D'accord ? Admettons, là, il y a peut-être quelque chose dans l'air. Comme il n'y a pas de nuance, on n'en a pas conscience. Mais là, tu l'enlèves, et tu en as conscience. Tu vois ? Par exemple, l'oxygène, on n'en a pas conscience. Mais maintenant, tu l'enlèves, là, d'un seul coup, tu en as conscience.
Donc c'est comme s'il fallait en fait créer une séparation dans cette unité, une séparation pour qu'il y ait un lien en fait entre les deux, une relation, quelque chose qui fasse que on peut expérimenter le lien avec l'oxygène, le lien avec en fait oui, Fabien et l'oxygène, Fabien et sa copine, Fabien et Sophie. Fabien et Sophie. Et ouais, c'est un peu et dans ce que tu dis aussi. Si avec mes mots, moi, ce qui me résonne, c'est vraiment la vie au service de la vie. C'est ce truc-là de, en fait, ouais, la vie dans son unité et puis dans sa dualité, parce qu'en fait, elle est là pour servir la vie, en fait. Et finalement, j'ai pas terminé. En fait, tu termines à ma place, et tu as raison. C'est qu'à un moment donné, le but de notre vie, c'est de la vivre. En fait, c'est juste ça. C'est qu'il y a eu une intention de s'incarner en Fabien et en Sophie. Ou en Sophie. Je sais pas. Oui. Enfin bon, d'un certain point de vue, l'unité, en tout cas, elle s'est incarnée en Fabien et en Sophie. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est honorer ça. Et c'est encourager cette vie-là. Et pour moi, c'est du coup une voie. C'est la voie de la santé. C'est le meilleur filtre. Si tu n'es pas en bonne santé, c'est que tu peux l'améliorer. Alors, si tu n'es pas en bonne santé, c'est possiblement parce que tu es faible à la base aussi, mais tu peux l'améliorer. Et si tu étais en bonne santé et que tu l'es maintenant moins, c'est parce qu'il y a des choses que tu faisais qui n'honoraient pas cette santé, qui n'honoraient pas cette vie en toi. Et le lien à la spiritualité, c'est justement sentir cette intention qu'il y a derrière Fabien, et qu'il y a derrière Sophie, et qu'il y a derrière chacun d'entre nous. C'est-à-dire, alors les taoïstes, ils appellent ça le mandat céleste. Tu vois, c'est l'intention de vie. Tu as un mandat, tu vois, il y a une intention d'être Fabien. Maintenant, est-ce que tu fais Fabien? Est-ce que tu réalises Fabien? Est-ce que tu es Fabien? Ou est-ce que tu fais autre chose que Fabien parce que tu veux plaire aux autres, parce qu'on t'a dit que c'était bien, parce que, donc tu vois, le jugement mental tout à l'heure, ou parce que tu n'aimes pas, ou parce que tu as peur, parce que tu vois, tu as peur de l'échec, ou tu as peur qu'on t'aime, tu vois, ou alors ou tu fais autre chose parce que tu as plus de désir sur avoir des jolies copines que faire le truc qui t'anime vraiment. Et toi, tu te dis, il vaudrait mieux que, je sais pas, que je sois basketteur pour avoir des copines plutôt que faire mon truc, j'en sais rien, tu vois. Et ça, c'est en fonction de tes croyances. Et tout ça, c'est des choses qui empêchent la vie de circuler et qui te demandent de l'adaptation. La spiritualité, c'est juste ressentir cette intime conviction, ce mouvement, ce mandat céleste que tu as, tu vois. Alors, dans le taoïsme, on dit qu'on le reçoit dans les reins et on va l'exprimer avec le cœur. Avec le cœur, oui. Dans l'hindouisme, on en parle beaucoup et ça s'appelle le dharma. Ouais. Et il n'est pas individuel, il y a vraiment un dharma universel qui est celui de servir la vie, en fait, servir. Déjà, voilà. Il y a vraiment cette idée de... Donc ça vient Mais après, vraiment... dans l'hindouisme, on parle de la réalisation du soi. Et de la réalisation du soi. Et oui. Ça, c'est la réalisation du soi, c'est l'autre mot pour dire je réalise mon mandat céleste, en fait. C'est-à-dire, il y a cette intention de Fabien et je le réalise parfaitement. J'aime beaucoup ce mot. Mandat ? Alors, c'est la réalisation. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui est de... Je ne suis pas à la recherche de quelque chose, mais je réalise... Oui, parce qu'il a deux sens, ce mot. Je le réalise, c'est comme si j'en prends conscience, et en même temps, je le réalise, je le rends réel. Donc, il est super en français, ce mot-là. Vraiment bon. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur ce truc de la capacité d'adaptation et le fait de vivre ou pas, et vivre et survivre un peu, ça fait cette espèce de... parce que justement, il y a toutes ces attaques, enfin, ça peut faire penser à ça, t'as l'impression que t'es dans un truc où, Fabien, il est là, mais il y a des trucs qui ont été créés dans la dualité pour dans son schéma de croyance, à l'extérieur, pour dire à Fabien, non, sois pas toi, ou quoi. Et du coup, Fabien, il est là, et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vit, survit? C'est quoi ce truc-là, en fait? Qu'est-ce que le lien entre survie et vie, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a cette intention de vie, c'est la pulsion de survie, si tu veux. Tu vois, il y a la pulsion de survie. Donc de s'adapter à tout ce que je dois m'adapter. Mais c'est plus ou moins facile, je suis plus ou moins armé pour ça.
Par exemple, j'arrive dans un pays, si je parle très bien la langue, c'est facile de m'adapter. Si je ne parle pas du tout la langue, c'est plus difficile de m'adapter. Et ça, c'est une adaptation mentale. J'ai appris la langue ou j'ai pas appris la langue. Donc tu vois, ça va être un jeu entre ma capacité à m'adapter, mais il y a en fait, en soi, du coup, du point de vue de l'unité, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il n'y a pas d'attaque ou de pas d'attaque. Il y a juste une expérimentation. D'accord ? C'est pour ça que n'est pas spirituel une religion qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. L'autre religion d'à côté, elle n'est pas bien, toi tu as la bonne religion. Les femmes sont pas bien et toi c'est bien. S'habiller comme ça c'est pas bien, s'habiller comme ça c'est bien. Non, ça c'est pas de la religion. Parce que la religion est censée être spirituelle. La spiritualité, c'est l'unité. Donc, et religion, quelque chose qui est censé enlever les séparations plutôt que d'en créer. Alors que nous, dans l'histoire, on voit bien que les religions, elles ont eu tendance... Alors les systèmes politiques autour des religions, parfois pas le mec qui l'avait créé, il était sans doute plus proche de l'unité que ce qu'on en a fait. Mais nous, avec notre mental, qui est du coup, et ça je l'ai encore pas dit, mais qui est l'outil de séparation par excellence, c'est-à-dire l'outil créé, choisi... Enfin, l'unité, elle a dit, bon, bah, pour qu'il expérimente la dualité, il faut qu'il ait un cerveau. Ce cerveau, en fait, il va tourner les fréquences radio, là, dans le champ des possibles, jusqu'à ce qu'il se mette, hop, sur la fréquence dualité. Et donc, le mental, il sert à ça, à créer la dualité. On a des mots qui créent la dualité. Si je te nomme Sophie, je t'ai séparé de moi, Fabien. Et j'apprends de mes expériences comme ça. Au début, je suis un avec ma mère, elle part, j'ai un mental pour m'en rendre compte. Je me dis, putain, merde, j'étais ma mère juste avant, et là, elle est partie. Donc en fait, je ne suis pas elle. Parce que moi, je suis là, je m'en rends compte que je suis là. Premier choc, tu vois, je ne suis pas ma mère. Première brique, si tu veux, dans la construction de ce qu'on va appeler l'ego. Et ça vient du mental. Et c'est normal donc d'avoir un ego, vu que c'est le choix de l'unité, de s'être incarné dans un corps physique pour ressentir la dualité, dans un corps émotionnel pour ressentir les élans dans la dualité, et avec un corps mental qui crée la dualité, qui la crée et qui la juge et qui l'interprète et qui la filtre avec nos croyances, nos généralisations, nos omissions, etc. Donc, on a un outil qui crée la séparation, et les religions, pour faire la boucle avec ce qu'on venait de dire, sont souvent devenues, avec le temps, j'imagine qu'au début, ce n'était pas tout le temps le cas, j'ose espérer, mais des outils de séparation, donc des outils au service du mental, des gens, de la politique, des gens qui ont dit « non mais moi j'ai la meilleure religion, il faut que je l'amène aux autres ». En fait, de ceux qui ont dit « ça c'est sacré et ça l'est pas ». Alors qu'avant, et on peut le retrouver encore dans certaines cultures, on l'a vu, enfin on le voit, tu vois, tu étais avec moi au Pérou, on peut le voir, la montagne est sacrée, la pierre est sacrée, la rivière est sacrée, tout est sacré. Déjà, il y a un semblant de séparation parce qu'on l'a séparé la montagne de la montagne d'à côté, mais nous, dans nos cultures occidentales monodéistes, on a dit non mais nous, il y a un seul truc qui est sacré, il y a un Dieu. Si tu fais comme il dit, c'est sacré. Si tu fais pas comme il dit, c'est pas sacré. Et là, on a créé des séparations, des guerres et des meurtres et voilà. C'est des guerres d'ego en fait. Des guerres de séparation. De séparation. Enfin, des guerres d'ego, parce que l'ego, c'est le résultat de la séparation. Dès que je trouve une manière de me séparer, de juger que tiens, je ne pense pas comme l'autre, tiens, je n'ai pas la même gueule que l'autre, tiens, je n'ai pas tu vois, je suis plus petit, plus grand, ah bah tiens, j'apprends plus vite, j'apprends moins vite. Bon, bah je construis un ego. Les gens qui disent je n'ai pas d'ego, c'est absurde. Ils sont obligés d'avoir un ego, sinon ils ne sont même pas dans cette réalité-là avec nous. Tu es obligé d'avoir un ego. Tu vois, sinon tu n'es pas dans cette réalité avec moi. La question est, dans normalement une pratique spirituelle, c'est est-ce que je suis attaché à mon ego? Est-ce que je suis esclave de mon ego? Est-ce que je crois être cet ego? Ou est-ce que, en fait, non, j'ai compris que je jouais un rôle, je joue au jeu de Fabien, je ne suis pas Fabien, je suis l'unité. Et là, c'est ça la spiritualité. C'est le lien avec cette unité. C'est-à-dire, je ne suis pas Fabien, je joue à Fabien, j'ai la gueule de Fabien, j'ai des compétences de Fabien,
mais j'ai les défauts de Fabien, j'ai les faiblesses de Fabien, je suis né avec une certaine capacité d'adaptation qui était d'ailleurs pas top, en l'occurrence pour Fabien, et puis j'ai appris à l'augmenter, c'est pour ça que je me suis naturellement dirigé vers la santé, vu que c'était ma vie. Et est-ce que justement mon unité s'était pas dit, tiens, je vais incarner Fabien pour expérimenter la faiblesse et comment on l'améliore, tu vois, par exemple, sur un certain plan. Je pense que j'avais une autre force d'un point de vue intellectuel pour m'en rendre compte, tu vois, pour apprendre assez vite de mes erreurs, etc. Mais d'un point de vue physique et émotionnel, c'était pas top. Bon. Donc tu vois, et chacun, on a nos forces, nos faiblesses, nos compétences, nos trucs, tout ça. Et en fait, le seul but de tout ça, c'est de vivre, c'est d'expérimenter. Et c'est un jeu. Et tant qu'on croit que je suis Fabien, c'est plus un jeu, c'est une importance, c'est important. Et ça devient sérieux, là. Ça devient sérieux, ça devient important. Parce que d'un seul coup, le mec qui m'engueule, tu vois, quand je lui ai grillé une priorité à droite, ou même j'ai rien fait, il m'engueule, j'ai envie de me rebeller, tu vois. Tout de suite, j'ai des émotions, tout de suite, je dois réagir. Parce qu'il attaque Fabien. Mais si Fabien, t'es pas attaché à Fabien, il t'en a rien à faire. Tu vois, il t'engueule et qu'est-ce qui se passe? Tu vois juste quelqu'un qui est en colère, mais ça ne te touche pas, absolument pas. T'es pas déstabilisé. Si ta copine te quitte, t'es pas déstabilisé, parce que bien que tu l'aimes, tu vois, tu n'es pas Fabien. Donc c'est pas qu'elle t'en veut, elle est allée avec quelqu'un d'autre, en fait elle avait d'autres choses à expérimenter, et tant mieux pour elle. Et si tu l'aimes et que t'es dans l'unité, t'es donc pas dans la dualité, donc t'es dans l'amour inconditionnel, et c'est ok pour elle, qu'elle puisse vivre ça, vivre ce qu'elle a à vivre, et même si tu crois qu'elle se trompe. Enfin, tu vois, en fait, on s'en fout. Cette équanimité dont on parle, même dans les textes, on te parle de ça, ce truc-là, où en fait tu t'en fous, parce que tu désidentifies, en fait. Il n'y a plus d'importance à... C'est pour ça que l'ego, c'est bien, tu l'as, et c'est tout le travail du développement personnel d'expérimenter à fond, Sophie, comment... parler mieux, comment être plus jolie, je m'en fous, tu vois, tout ça, c'est ok, tu peux jouer à tout ce que tu peux pour expérimenter au mieux Sophie, tu vois. Et moi, je peux jouer le plus possible à ce que c'est Fabien, expérimenter dans telles conditions, avec tel partenaire, tiens, je suis plutôt comme ça, avec tel autre partenaire, j'étais plutôt comme ça. Il y a un truc, Fabien, par contre, parce que tout à l'heure, tu parlais d'intime conviction, tu sais, et là, tu parles d'ego et tu parles d'expérimenter Fabien, et en fait, comment tu fais le lien entre, justement, entre ces trucs-là, en fait, et puis comment, surtout, tu peux sentir que cette conviction, qu'est-ce qu'elle nourrit, en fait? Elle nourrit l'ego, elle nourrit... c'est quoi? Et alors, les deux coexistent, sont vrais et s'engendrent. Comme le yin-yang. On voit le symbole du yin-yang, c'est exactement la même chose. Il y en a un qui nourrit l'un, qui nourrit l'autre, qui nourrit l'un, qui nourrit l'autre, et en plus il y a un peu de l'un dans chacun des deux avec les points ronds et blancs, d'accord? C'est exactement le même principe que ça. Et la vie, c'est l'unité. Et le cercle, c'est l'homéostasie, qui fait que d'ailleurs c'est la vie, c'est la santé, qui fait qu'il y aura tout le temps un équilibre. Et dès que c'est important, tu crées un déséquilibre qui sera compensé d'une autre manière par un symptôme ou par la vie pour rétablir l'équilibre. Donc, ce que j'explique dans mon livre, on va essayer de le résumer, parce que je trouve que c'est intéressant le yin-yang, c'est un symbole qui s'appelle le taiji, qui vient du taoïsme, et qu'on trouve dans de multiples cultures. Et d'ailleurs, rappelle-toi, avec notre guide péruvien au Pérou, quand j'expliquais tout ça, il me disait « mais ah ouais, mais nous aussi, on a la chacana, ça veut dire ça, et ça marche comme ça. » Enfin, tu vois. Et en fait, ce symbole, il existe de partout. Mais ce que j'aime bien dans ce yin-yang, c'est de prendre conscience que d'abord, il y a un cercle noir, un disque noir. D'abord, il est tout noir. Le peintre taoïste, il prend un disque en bois, il le peint tout en noir. Et par-dessus, donc le noir, c'est l'unité, c'est le 1. Et de l'unité, il y a une intention de vie, et il y a ce yang et cette montée blanche qui prend naissance. Donc il y a, tu vois, je pose mon pinceau, il y a cette intention, et je grandis et je crée un ego, une personnalité, une expérimentation de la dualité. Parce que là, en faisant ça, j'ai créé une dualité. Maintenant, il y a blanc et noir.
D'accord ? Mais donc ça veut dire que, si tu veux, l'âme ou cette intention de vie qui vient de l'unité et qui est sous-jacente, elle a nourri la personnalité. Elle a créé la personnalité. Elle a donné vie et elle a incarné la personnalité. La personnalité, là, elle est manifestée maintenant. Le noir, c'était le non manifesté, comme la nuit. Le jour, c'est le yang, c'est le manifesté. Donc là, on a cette manifestation. On a cet ego qui est donc visible, enfin cette personnalité, ce masque, d'accord ? Il est visible, et là, il grandit, tu vois, il y a ce mouvement dans le yin-yang, il aurait fallu avoir le schéma, mais je pourrais l'incruster dans la vidéo. En plus, il est dans un sens toujours, et je l'explique pourquoi, etc., et que ce n'est pas un objet de déco, c'est un vrai sens, le yin-yang. Il y a cette montée, donc c'est la montée du développement personnel, de cette montée de j'expérimente des choses, de j'apprends à manifester qui je suis, ce que je veux, mes désirs, à m'exprimer, à parler une langue, tout ça. Enfin, tu vois, j'apprends des compétences physiques, émotionnelles, mentales pour être autonome et pour avoir suffisamment d'énergie pour rayonner. Et en haut, je rayonne, le yin-yang, il rayonne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il rayonne autour d'un rond noir. Il y a le rond noir et il y a un rayonnement du blanc tout autour. Et c'est ça la réalisation du soi. C'est-à-dire que là, le rond noir, en fait, le noir, c'est juste un endroit où on n'a pas peint en blanc. C'est le noir qui est dans la couche d'en dessous. Donc c'est le lien avec l'unité qui est en dessous. Et c'est comme si c'était justement, il y a cette intime conviction, cette vie. Tu vois, d'abord j'expérimente, je me construis, mais au bout d'un moment, je suis sensible à ce truc qui vient, qui passe là à travers moi, qui est le cœur vide. J'en parle dans la tilt et on travaille à travers ça. L'intuition, est-ce que ça a un rapport ? C'est ça, c'est l'évidence, l'intime conviction. Il y a un truc qui dit que tu dois le faire, puis après tu cherches des justifications mentales. Parfois ça te plaît pas émotionnellement, parfois ça te fait peur émotionnellement, tu vois, mais quand même tu sens que tu dois le faire, tu dois le vivre, et c'est cette intime conviction. Et là c'est de la vie, c'est l'intention de vie. C'est cette unité qui agit à travers toi. Et toi, ensuite, puisque tu as un ego qui est fort au sens, pas parce que tu t'es attaché à lui, mais parce que tu sais le vivre, tu sais t'exprimer, tu sais être convaincant, tu sais négocier, j'en sais rien, tu vois, tu as fait du développement personnel, non pas pour réaliser tes désirs et fuir tes peurs, ce qui est essentiellement, malheureusement, souvent le cas dans le développement personnel, c'est réaliser tes désirs, Non, pour réaliser non pas tes désirs, mais ton intime conviction. Et ça, c'est la réalisation du soi. Ton intime conviction, même si tu te dis, putain, ça va choquer tout le monde, ça va me faire peur, je vais perdre mon argent, j'en sais rien, mais c'est ce que je dois faire. Tu vois ? Alors des fois, ça tombe bien, ça va t'apporter du succès, tu vas gagner de l'argent, tout le monde va t'encourager, et il s'avère que c'est ton intime conviction. C'est génial, t'es venu expérimenter ça, c'est parfait. Et en général, là, t'es un super talent, t'as pas besoin de faire de la spiritualité, ça coule de source. Je veux dire, tu vois, tu deviens peut-être connu et reconnu parce que ça coule de source. T'es venu expérimenter ce truc-là, tu vois, et en plus, il s'avère que grâce à ça, t'as tout ce que tu veux. Mais parfois, c'est pas ça. Parfois, t'as une intime conviction qui va à l'encontre de tout ce que tu as appris, de ce que tu veux, de tes désirs. Tu vois, tu te dis, ah mais là, je sens qu'il faut tout que j'abandonne. Ouais, mais attends, si tu abandonnes tout, j'ai plus de métier, il faut que j'apprenne un nouveau métier, j'ai plus d'argent, je vais devoir faire quoi ? Enfin, tu vois, là, tu as tes peurs, tu as tous tes stress qui viennent. Mais tu as cette intime conviction quand même. Tu as ce truc, tu sais, qui te pousse dans les reins, tu vois, et que tu as envie d'exprimer. C'est un élan de vie. Et c'est ça l'intuition aussi. Alors l'intuition, c'est un aspect de ça, c'est pas tout à fait ça. Mais l'intuition, c'est juste un lien avec le cœur vide. C'est juste, j'accepte qu'il n'y ait pas de mental. Enfin, ce que j'appelle le cœur vide, c'est vide de pensées, d'émotions et de sensations habituelles qui pourraient t'induire en erreur, tu vois. En fait, c'est vraiment le détachement de tout ce qui est duel, d'une certaine Exactement. manière. Et en fait, c'est le lien direct avec l'unité. Exactement. Au lieu d'être plein de dualité, t'es vide de dualité, hop, du coup, il y a l'unité qui ressurgit et qui peut te donner l'information, puisque tout n'est qu'information.
Tout ça n'est qu'illusion. Bouddha le disait, la physique quantique le dit maintenant. Voilà. Tout à fait. La Maya, on l'appelle. Voilà. Dans l'hindouisme, c'est la Maya, c'est l'illusion, et cette illusion, elle est créée par le mental. C'est pour ça qu'on va parler de l'ego, mais en Occident, on ne comprend pas l'ego. On dit, ah, il a de l'ego, je sais pas quoi. Tu vois, par exemple, il y a des maîtres comme ça qui ont eu de l'ego, tu sais, qui avaient en fait, ils avaient juste un caractère, tu vois, visible, et ils avaient ça, ils avaient à réaliser qui ils étaient, donc ils étaient très visibles, tu vois. Mais on s'est dit, ah ben non, mais c'est pas un vrai maître, c'est un gourou, c'est je sais pas quoi, parce que du coup, il est visible, il a de l'ego. Mais oui, en fait, il a de l'ego. C'est normal, toi aussi, tu as de l'ego. Tout le monde a de l'ego. Tu as un corps physique? Bon, ben, si tu as un corps physique, tu es là, et tu es incarné, et tu l'as grâce à cette fonction du mental qui est la séparation. Et comme il les sépare, tu as un ego. Maintenant, est-ce que tu joues à ce jeu en étant détaché, et tu te dis, en fait, j'ai ça à être? Moi, ça a été dur, hein, ça a été long d'assumer que je suis Fabien et qu'en fait, c'est cool d'être Fabien et que j'en ai rien à foutre des autres, je suis Fabien. C'est hyper long. Et je ne dis pas que je le fais parfaitement et encore complètement, tu vois. Mais au contraire, chaque jour, ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus Fabien possible. Tu vois, mais le plus Fabien de l'intime conviction Fabien, de ce qui naît à l'intérieur. Pas de ce que je crois être Fabien, de ce qu'on a dit, de ce que mes parents disaient sur Fabien. Tu vois, ah, ben il est gentil, il est gentil, il est gentil. Genre, j'ai été élevé en étant monsieur gentil. Et ben, à un moment donné, en fait, du coup, tu crois que tu es monsieur gentil, mais si des fois tu as une émotion, un truc où tu as envie de. Tu vois, une colère et tout, tu n'assumes pas parce que tu es élevé, parce qu'on t'a dit que tu es gentil. Oui, je vois très bien. Ça te parle aussi. Donc on recommence parce qu'on a été coupé par les caméras qui n'avaient plus de batterie. Donc on était sur la montée du yang qui est l'expérimentation de la dualité et donc qui est née de l'unité. Donc on a cette expérimentation, on rayonne en plus depuis le cœur vide dont j'avais parlé tout à l'heure, depuis ce rond noir en haut du yang. Et ça, de faire ça, engendre et nourrit derrière l'âme, l'unité, le yin qui reste derrière. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, c'est pour nourrir de conscience cette unité qui ne peut pas se connaître elle-même vu qu'elle est l'unité. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc l'unité, elle a engendré la dualité et donc le non manifesté a engendré le manifesté, ou l'être essentiel a engendré l'être existentiel. L'être existentiel, si on le nourrit à fond, si on le vibre à fond, si on prend du plaisir sans être attaché à lui, mais en jouant le rôle parfaitement, et surtout en conscience, c'est-à-dire de façon charnelle, de façon sensuelle, pas en pensant à notre futur, mais en étant là, en train de vivre, en présence, voilà, en vivant pleinement cette incarnation que je suis. Si je le fais, hop, je nourris en échange, en retour, l'unité qui voulait être nourrie de ça, qui m'a engendré pour ça. En gros, ce que tu es en train de dire, et ça se retrouve beaucoup dans les écritures aussi, c'est si je joue le jeu, si je suis pleinement Sophie, en fait, sans être attachée à Sophie, mais si je m'évertue vraiment, juste je suis et je vis Sophie pleinement et en pleine conscience, en présence, alors, en fait, de manière quasiment naturelle, en fait, puisque en fait ça sert la vie. C'est être ça. Sophie sert la vie de Sophie, mais la vie de tous en fait, c'est la vie. L'unité. Et l'unité. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de savoir tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire que toute cette interview, elle n'a aucun sens, elle n'a aucun intérêt, tu n'as même pas besoin de le savoir, tu le fais de fait. Tu le fais de fait si tu es un minimum conscient. Si tu ne le fais pas en conscience, parce qu'au lieu d'expérimenter ton émotion, tu vas regarder la télé parce qu'elle est trop désagréable, cette émotion. Si, au lieu d'expérimenter l'eau sur ta main quand tu fais la vaisselle, tu penses à autre chose et que tu n'expérimentes pas la sensation. Si quand tu as tes pensées, tu n'as pas conscience de comment tu penses, de comment elles sont, réflexes, etc. En fait, là, tout ça, tu le fais sans conscience. Tu pars dans un truc qui n'est pas présent, qui n'est pas conscient. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ta vie, elle n'a aucun sens au sens... elle ne nourrit pas l'âme en retour, elle ne nourrit pas l'unité en retour.
Et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que ça nourrit quand même. Enfin. Bah oui, c'est-à-dire que en fait c'est pas grave parce qu'elle expérimente quand même. Elle a quand même conscience de ah bah il me nourrit pas. Mais elle, comme le temps n'existe pas, alors là c'est une petite digression peut-être par rapport à ce qu'on était en train de se dire, mais comme le temps n'existe pas, elle a le temps et elle expérimente plusieurs vies en même temps. Ouais. Ce que nous, de notre point de vue de la dualité, on interprète comme étant une vie passée, une vie future, ou que sais-je. Du point de vue de l'unité, c'est pas du tout passé-futur. Le temps n'existe pas. La physique quantique, pareil, le montre et en parle. Du point de vue de l'âme, elle est en train de vivre plein de vies. Et que tu la nourrisses ou pas, elle s'en fout. De toute façon, c'est ni bien ni pas bien. Elle expérimente. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pas elle qui va pas être en bonne santé, pour rejoindre ce qu'on disait sur la santé tout à l'heure. La santé spirituelle, ça ne sera pas l'âme, par exemple, ou l'unité qui ne serait pas en bonne santé. Ça n'a pas de sens d'un point de vue de l'unité. C'est l'unité. Donc, il n'y a pas de mauvaise santé ou de bonne santé. Mais il y a une action sur les trois plans. C'est-à-dire que si je ne suis pas totalement moi-même, ça agit sur mes plans physiques, émotionnels et mentaux. Si je ne vis pas la vie telle que j'ai eu le mandat de la vivre, et si je ne le vis pas en conscience, eh ben ça me demande beaucoup plus d'adaptation, et c'est beaucoup plus stressant, et donc ça me fatigue beaucoup plus, et du coup ma santé est touchée. Donc ça veut dire que la santé spirituelle, elle n'est pas à proprement parler spirituelle, elle agit sur le plan physique, émotionnel et mental. Ça revient à ce que je disais en tout début de cette interview, où j'expliquais que finalement tout prend vie là dans la dualité, et qu'il y ait d'autres plans du vécu, on s'en fout. Tu vois, je pense qu'en fait, je trouve que c'est exotique d'aller voir les vies antérieures, comme on peut le faire en hypnose, les hypnoses régressives, ou de parler de... Tu vois, en fait, pour moi, souvent, c'est surtout une justification pour dire ah, si je suis comme ça, c'est pour cette raison. Mais c'est une fuite de je suis comme ça, en fait. Donc, qu'est-ce que j'en fais que je suis comme ça? Si je veux le changer, comment je m'y prends? Et je peux le changer avec la connaissance de soi, avec la pleine conscience, et surtout, là où je peux vraiment changer les choses, c'est si j'accepte de les vivre. Puisque le but, c'est de les expérimenter, si je les expérimente, je n'ai pas besoin de les revivre. Toutes les personnes qui se plaignent de vie répétitive, tu vois, ah ben, c'est tout le temps comme ça avec les hommes. Combien de femmes disent ça? C'est tout le temps, je tombe tout le temps sur le même type d'homme, etc. Mais parce que tu n'as pas vécu l'émotion à fond. Comme tu ne l'as pas vécu à fond, et que tu la fuis, en fait, et que tu ne veux pas voir la racine de cette émotion, tes peurs et tes besoins, que tu le vois ça chez l'autre. Donc tu vis l'émotion d'injustice, mais ça c'est une fausse émotion, parce que c'est une émotion que tu interprètes comme étant venue de l'extérieur. Et toi, tu es victime. Et toi, tu es victime. Donc, tu vis ton émotion de victime et tu la laisses vivre comme ça et tu en parles pendant des années. Tu dis, je tombe tout le temps sur les mêmes genres d'hommes. Alors qu'en fait, tu n'acceptes pas de voir ta vraie émotion qui est ton besoin ou tes peurs. Et comme tu ne traverses pas tes besoins et tes peurs, tu ne la vis pas, cette émotion, tu ne la traverses pas, et bien elle se reproduit. Puisque le but de l'âme, c'est que tu la vives. Le seul but de l'âme, c'est que tu la vives et toi, tu ne veux pas la vivre. Et toi, tu allumes la télé à la place où tu appelles ta copine en disant « Ah, je tombe toujours sur le même genre de mec, c'est insupportable. » Tu vois ? Et du coup, ça va être infini. Et tu peux le faire de vie en vie, effectivement. Et là, tu choisis, enfin, tu touches à un thème qui est super intéressant, c'est le choix. Ouais. C'est vraiment le choix qu'on a quand on a cette info-là, en fait. C'est-à-dire que là, ok, j'ai reçu l'info que ça, c'est il y a un mandat, il y a un truc, ok. Donc je peux choisir soit de continuer à agir en victime et de me dire qu'en fait, tout est séparé et que l'extérieur, du coup, a un impact sur moi et que c'est complètement différent de moi, que toi, Fabien Malgrand, tu es Fabien et Sophie, et que je peux subir les effets de Fabien, au lieu... Et donc la deuxième option, disons, c'est vraiment cette idée donc ce que tu es en train d'exprimer et de nous inviter à faire en tout cas, puisqu'en plus il y a vraiment cette « je choisis de guérir » dans ton bouquin, enfin c'est clairement un choix, c'est vraiment l'idée de se responsabiliser, d'arrêter de nourrir et d'alimenter ces idées de séparation. C'est ça.
Et de vraiment, voilà, de choisir vraiment, de se dire non, en fait, tout ça, ma réalité, ce que je vis, en fait, elle est en train de dire des choses sur moi. Allez, je retourne à l'intérieur, je vais voir ce que ça me dit, je ressens, je vais voir la source du truc, quoi. Et de là, je peux guérir, je peux changer. C'est ça que... C'est ça, c'est ce que j'explique dans la toute fin du livre. Parce que je finis avec la guérison spirituelle, donc je parle de toutes les guérisons, physiques, émotionnelles, mentales, je finis avec la spirituelle, et je parle des niveaux de conscience. Et j'explique que dans les niveaux de conscience, même si j'aime pas ce terme, parce que ça pourrait sous-entendre qu'il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres, ce qui est faux, du point de vue de l'âme, chacun a expérimenté, est là pour expérimenter un niveau, et pour aller vers un autre niveau, mais en tout cas, il n'y a pas de meilleur niveau que d'autres, puisque c'est comme si c'était chaque cellule de Fabien, tu vois, du dieu Fabien, qui était en train d'expérimenter chaque chose. Donc, elles sont toutes utiles, en fait. Donc, il n'y a pas de niveau au sens jugement sur la conscience. Maintenant, plus on va se rapprocher du yin, plus on va se rapprocher de la santé spirituelle, plus on va se rapprocher de l'unité, de la vie, plus on sera vivant. Et ça, c'est une loi de la nature. À un moment donné, c'est au sens, on se rapproche de la vie, de cette intention de vie qui est en toi, et donc tu ramènes de la vitalité. Et ça, si tu ramènes l'intention en disant, ok, en fait, si on suit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le mental qui crée la séparation, la dualité. D'accord ? Elle est illusoire. C'est ce que dit Bouddha, c'est ce que disent d'autres de toute façon. Mais tu vois, ça a toujours été dit finalement, il y a une nature de la réalité qui est illusoire, qui est fabriquée donc avec mon esprit de séparation. Si je reviens à l'unité, je redeviens spirituel et je récupère le sens de la vie, de la santé, etc. en moi. Et au lieu d'être angoissé par le monde qui m'entoure, je me ressens stabilisé, en paix, nourri, bien, et je récupère énormément d'énergie, bien plus d'énergie en faisant ça que, je ne sais pas, tous les efforts qu'on fait pour manger bio ou pas bio. Bien sûr que manger bio, ça sera mieux d'un point de vue physique, d'accord, il n'y a pas de doute, mais on fait tant d'efforts là-dessus sans remettre en question d'autres choses. Et on va parler de la santé, ah bah, et pourtant, tiens, elle est morte d'un cancer, pourtant elle mangeait tout le temps bio. Mais attends, la santé, c'est bien plus que ça, tu vois. Et donc, il y a cette santé spirituelle. Et cette santé spirituelle, c'est en revenant au yin, en revenant à la conscience que je ne suis pas séparé et que j'ai décidé d'expérimenter et que je décide à chaque instant d'expérimenter parce que je suis vivant. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que je suis en train de vivre, qui m'arrive même de l'extérieur, c'est machin, il m'a dit ça, etc., c'est moi qui ai choisi de le vivre. Je choisis de le vivre à chaque instant. Et je choisis de voir en cette personne la facette dont j'ai besoin pour que ça me fasse miroir et que je vois mes propres peurs, mes propres besoins, etc. Effectivement, là, du coup, je ne deviens plus victime. Je deviens autonome déjà et responsable. C'est-à-dire que je récupère mon pouvoir personnel à fond parce que ça sous-entend que c'est moi qui crée. Cette personne-là m'a parlé comme ça. Ma question maintenant, c'est pourquoi j'ai voulu me parler comme ça. C'est pas cette personne-là. Elle a ses problèmes, elle a sa violence, elle a son truc, c'est sa souffrance, c'est à elle, ça lui appartient. Mais pourquoi moi, je suis là devant elle en train de le vivre, ce truc? C'est parce qu'il y a quelque chose, tu vois, sinon je ne serais pas en train de le vivre. Tu sais, les gens ils parlent de synchronicité, mais tout est synchronicité. Ça n'existe pas une synchronicité, puisque tout est synchronicité. Tu vois? Tout ce que tu vis a un sens pour toi, parce que tu filtres tout. Et comme tu filtres tout, tu ne vois que ce que tu as décidé de voir. Et voilà. Et donc, tu n'es pas une victime qui a du coup peut-être une synchronicité de temps en temps. Non. Tout ce que tu vis a un sens. Tu es pauvre, et ben tu as ces questionnements, tu as une vitalité qui manque de ce point de vue-là, du point de vue de la richesse. C'est une vitalité qui manque. Ça ne veut pas dire... surtout si elle est problématique pour toi, si tu le vis mal, tu vois. Moi, je roule pas du tout sur l'or, mais je m'en fous. Donc c'est pas une problématique. Mais si tu en souffres
Et tu le crées parce que tu imagines, par exemple, ou tu penses que, par exemple, que quelqu'un qui est riche abuse et prend le pouvoir aux autres, ou prend l'argent des autres, ou que sais-je. Et donc, tant que tu penses ça, et que tu es jaloux, par exemple, de quelqu'un qui le fait, etc., tu filtres la réalité, tu ne vois que ça. Et surtout, tu envoies le message inconscient qui dit moi, je ne veux pas devenir ce connard-là, donc je ne veux pas avoir d'argent. Et en fait, tu es tout le temps en train de filtrer comme ça ta réalité. Donc voilà, tout ça pour conclure finalement sur le fait que tout ce qu'on vit n'est que notre propre création. C'est nos filtres, nos propres filtres, comment on nomme la réalité, comment on la voit, comment on fait des généralités, comment on omet des choses, etc., qui fait ce qu'on vit. Et d'ailleurs, j'ai pris un exemple sur quelque chose qu'on n'aime pas vivre, mais en fait, ça marche pour ce qu'on aime vivre. On est créateur de tout. D'accord ? Tout simplement. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qui, parfois, du coup, nous empêche de croire qu'on l'est. Parfois, ou c'est ce qui nous empêche de croire ce qu'on crée, en fait, simplement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça vient sur des peurs, sur de la victimisation, enfin, surtout sur une mauvaise image de soi. Tu vois, on n'est pas capable, on n'est pas puissant, on n'est pas... J'en sais rien, mais dès qu'en fait, dès qu'on s'aperçoit de ça, alors peut-être tu l'as vu dans la tilt et que je pense que tu pourras en témoigner, mais dès que tu t'aperçois de ça, tu peux jouer à ça et la vie se transforme tellement rapidement. C'est ça qui est incroyable en fait. Pour moi, incroyable. Non, c'est croyable justement, on peut vraiment y croire. C'est super et c'est merveilleux dans la tilt. Donc, pour résumer un petit peu, c'est vraiment un système où tu utilises donc, les 5 mouvements dont on n'a pas encore parlé. Et enfin, en tout cas, tu utilises la base du Tao pour amener en fait justement à voir ce qu'on crée et ce que chacun crée. Donc moi, à partir d'un outil qui est très pratique, qui ressemble limite au twister sur lequel on joue quand on est gosse. Un tapis au sol, c'est un parcours quoi. Au sol, et c'est un vrai parcours et un vrai chemin. Et moi, enfin, avec le stage que j'ai fait de découverte, en fait, je me suis vraiment rendu compte de ce que je créais et de ce pourquoi je le créais, de d'où ça venait, en fait, et du coup de toutes les croyances, en fait, qui étaient à la source de ça. Donc ça m'a vraiment aidé à la fois à prendre conscience, ça m'a aussi aidé à traverser les émotions, ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai aussi pris conscience que j'avais tendance en fait à bloquer mes émotions, à aller me distraire quand il y en avait, et du coup à générer un blocage à l'intérieur de moi, ce qui fait que en fait je revis toujours les mêmes situations et donc ça change pas parce qu'il y a toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui est bloqué, qui nourrit voilà, cette émotion, elle est toujours là, et la croyance à la base de tout ça, elle est toujours là. Donc si je vais pas voir ça, je vais pas changer ma réalité. Et là, c'était le thème, puisque ce qu'on a vécu ensemble, c'était vraiment le thème du couple. Donc, c'était super intéressant. C'était un stage de découverte sur les relations et le couple. Exactement. Et l'amour, voilà, expérimenté de cette façon-là, en tout cas. Et ma réalité, alors c'était marrant parce que du coup, en tout cas, j'ai vraiment pu faire ce chemin-là avec la tilt. Ma réalité, elle a changé dans le sens où je suis devenue de plus en plus consciente. Les relations que j'ai eues depuis, alors ça a pas forcément, ça a changé. Toujours, il y a toujours un élément qui a changé, mais du coup, ça m'a rendue beaucoup plus consciente de la source de ce qui me faisait vivre tout ça. Et qu'il suffisait que tu le changes en toi pour que ça se révèle différemment en face. Complètement. Et après, c'est un miroir, mais phénoménal. C'est-à-dire que tu changes un truc, en face, c'est pas la même personne qui arrive, et c'est pas la même histoire. Et là, tu dis, ah ouais, mais... Alors là, du coup, tu es tellement contente, parce que c'est ça que je vois, c'est que tu dis, ah ouais, mais du coup, ça, c'est encore pas parfait. Donc, hop, je refais la méthodologie, je me change encore un truc, hop, il y a une nouvelle histoire qui change encore un truc, alors c'est encore pas parfait. Puis en fait, tu as envie de jouer à ça. Et c'est ça qui devient finalement génial, parce que tu es devenu autonome, tu as récupéré ton pouvoir personnel, tu sens que c'est ce que tu as changé à l'intérieur qui crée le changement à l'extérieur. Je me souviens de t'avoir fait la réflexion à la fin du stage
en disant mais en fait du coup il n'y a plus de problème. Genre ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait c'est vrai, il y en a plus. Il y a ce détachement dont tu parlais tout à l'heure qui est celui de se détacher du coup aussi de Sophie ou de cet aspect sérieux en fait. Mais c'est là où tu le réalises. Quand tu réalises aussi que tu es créateur, tu réalises qu'en fait c'est pas si grave, c'est vraiment un jeu comme tu le disais tout à l'heure et tu peux vraiment jouer en étant conscient et c'est vraiment, ça devient vraiment du Mario quoi. Ça vraiment Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, tu le réalises et encore une fois c'est dans les deux sens qu'on avait utilisés précédemment. Tu en prends conscience, mais tu le réalises. Et ça, c'est pas parce que c'est une discussion philosophique, c'est pas quelque chose de mental. J'ai créé un parcours pour que tu le vives et que tu le réalises. C'est-à-dire que, et c'est un parcours que j'ai créé, mais en calquant sur la nature. C'est les lois de la nature. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est le parcours naturel de la vie. Et si on se calque et qu'on joue à ce jeu-là, comme un jeu de loi, où on se déplace, nous, en tant qu'êtres humains, sur ce parcours-là, c'est pas juste du sens, ah ouais, c'est intéressant peut-être ce qu'il me dit. Non, je passe par la pratique et là, ah ouais, je perçois vraiment la cause de ce que je veux changer. 2, je peux y changer. Et je change. Enfin, parce que je réalise vraiment tout le parcours avec les 5 mouvements, et toute la technologie, on va dire, toute la pédagogie qu'il y a autour pour que ça rentre dans nos cellules, quoi, pour que ça s'imprègne. Et qu'on transforme vraiment les choses. Je parle vraiment d'une problématique et c'est si on imagine le jeu de loi, le Monopoly ou quoi, je parle vraiment de la problématique. Peut-être que et en fait après à la fin je suis Sophie, mais à son full potentiel parce que elle a gagné 10 000 hôtels sur le chemin ou elle a genre c'est ça en fait, c'est vraiment limite ça. C'est que vraiment ce truc-là en fait, elle les avait déjà ces hôtels-là, mais elle en avait juste pas conscience quoi. Donc c'est vraiment. C'est une prise de conscience. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, souvent, voilà, sur YouTube, tu regardes une vidéo. Donc sur YouTube, tu as un mec qui t'explique des choses et tu te dis « Ah ouais, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. » Tu vois ? Mais après, en fait, ça, c'est la médecine du sens. C'est-à-dire, ça met du sens sur des choses et c'est déjà bien. Mais là, on n'utilise pas que le sens. On utilise la pratique. On va vraiment dans la transformation avec cet outil-là, avec ce parcours-là de la tilt. Et ça fait tilt, et ça, c'est ce que disent tous les stagiaires. C'est ça. Et il y en a qui, tu vois, tu te rappelles, il y en a presque tout le monde disait ça, mais tu vois, il y en a une première qui a dit, mais j'ai fait 10 ans de psychothérapie, et là, ça fait tilt, quoi. Tu sais, c'est genre, et là, le smile, elle a une joie, et c'est fou, et tout le monde fait, bah ouais, ça fait pareil pour tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est fou. Et moi-même, je trouve ça magique, mais encore une fois, ça vient pas de moi, c'est juste la compréhension des lois de la nature. On utilise les lois de la nature et les lois de la guérison. Une fois qu'on a compris en fait qu'il y a plusieurs plans du vécu et que qui marchent tous pareil, de la même manière, on prend les lois du vivant, on les adapte, enfin on les utilise, quoi, on les adapte pas, on les utilise pour notre problématique, et que la problématique soit physiologique, soit émotionnel, relationnel, soit mental, professionnel ou que sais-je, ou spirituel, ça marche toujours. C'est-à-dire, tu pars effectivement, tu dis, tiens, j'ai ce symptôme, d'où ça vient, comment je le règle ? C'est ça le départ. Bon, j'ai ce symptôme avec mon fils, par exemple, on s'engueule tout le temps, ou j'ai ce symptôme avec mon métier, je sais pas quoi trouver comme métier, où il n'y a rien qui me passionne, ou j'ai ce symptôme avec mon corps physique, j'ai n'importe quel problème physique, où j'arrive pas à me concentrer, où j'arrive pas à apprendre une langue, ou que sais-je, où j'arrive pas à réussir dans mon métier. Ok, ça c'est ce que tu as nommé à l'extérieur, donc tu as mis la focalisation, et tout le parcours c'est de te ramener à ce qui se passe à l'intérieur, et c'est un parcours qui est ludique, que tout le monde peut faire tout seul, une fois que tu as fait un week-end, tu as compris le truc, enfin même 2 heures tu as compris le truc, mais le week-end, c'est pour toutes les questions qui surgissent avant et après, puis toutes ces discussions qu'on a là, etc. Et derrière, tu es autonome parce que une fois que tu as compris ça, tu te dis, mais je veux l'utiliser à chaque instant. C'est ce que font les gens. Après, ils m'appellent, ils disent, mais ouais, enfin, tu vois, tu le vois bien, et vous êtes plusieurs, ensemble, vous le faites ensemble. Moi, j'ai une demi-sœur avec laquelle
qui a fait le stage aussi avec moi, du coup. Enfin, on l'a fait ensemble. Et du coup, on s'est fait dernièrement une soirée tilt avec le tapis et chacune, du coup, a vraiment prendre conscience de ce qui nous habitait à ce moment-là. Et en fait, on s'est vraiment senti libérés chacune de notre côté après ça, quoi. Après, il y a un truc qui me semble aussi intéressant, c'est que ça peut aussi être un moyen de prendre conscience justement de ce choix-là. Là, j'ai choisi de guérir, ou là, c'est encore trop douloureux, et en fait, où j'ai pas, de vraiment de se responsabiliser aussi, parce que dans sa réalité, en fait, dans cet aspect de créateur, je suis créateur de ma réalité, et en fait, aujourd'hui, j'ai peut-être, alors, c'est bizarre comme concept, mais j'ai peut-être pas envie de créer autre chose, parce que pour l'instant, je suis pas prête, et c'est OK. Mais du coup, t'en souffres plus. C'est ça qui change. C'est comme du coup, t'en deviens responsable, t'es plus une victime, t'en souffres plus. C'est ça. Donc, Pourquoi une maman qui donne naissance à un enfant a oublié sa souffrance 2 jours après, quoi? Tu vois, paraît que c'est... Enfin, tu vois, je ne peux pas en parler, je suis un homme, mais c'est la souffrance la pire, tu vois, physiquement. Mais comme c'est une souffrance souhaitée, tu veux la naissance de cet enfant, tu vois, cette souffrance-là, elle n'a rien à voir. Enfin, c'est une douleur, mais ce n'est pas une souffrance. Tu n'en souffres pas. Et du coup, ça passe plus facilement, c'est plus facile. Bon, il y a plein de petites choses que l'on pourrait rajouter à ce truc pour... c'était peut-être pas le parfait exemple, mais c'est pour avoir une idée générale. Et là, c'est pareil. Tu dis, finalement, je luttais, j'étais pas... Tu vois, j'avais l'impression d'être ballotté. En fait, je ne savais pas surfer, j'étais dans les vagues et je ne savais pas surfer. Là, j'apprends à surfer. Et maintenant, c'est moi qui décide si je me mets debout, si je me mets pas debout. Si je vais prendre la vague ou si je la prends pas. Voilà, quand c'est le moment. Voilà. Mais en tout cas, je sais faire, donc je galère plus. Et justement, ma santé physique, émotionnelle et mentale ne peut que s'en porter mieux parce que j'ai pas l'impression de galérer, de devoir nager, tu vois. Non, en fait, c'est bon, j'ai appris à surfer. C'est juste un outil pour apprendre à surfer. Alors, on va plus loin, il y a d'autres... Enfin, là, c'était le stage de découverte, et déjà, ça t'a fait ça. Déjà. Mais ce système marchant pour tout le temps, on peut l'utiliser à l'infini dans tous les domaines. Donc, ça va très loin. Et moi, ça me sert encore tout le temps. C'est-à-dire que des fois, tu vois, et pareil, dans ma vie, je me dis, là, j'avance pas trop sur ce domaine-là. Bon, allez, si je me faisais le tapis. Comme ils disent, les stagiaires, c'est le tapis magique. Voilà, allez, j'y vais, quoi. Et je peux le faire tout seul, et tout seul, On parle de pratique, on parlait de pratique tout à l'heure, et de cet aspect pratique-là. Je voudrais qu'on revienne aussi sur qu'est-ce qui pousse justement quelqu'un, moi je vais te parler de mon cas. Tu parles toujours de ton cas. Voilà, de toute façon, je peux ne parler que de mon cas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai choisi le yoga, j'ai choisi la méditation, j'ai choisi un yoga qui a pour objectif notamment le fait de calmer le mental, essentiellement. On est vraiment... j'utilise la méditation transcendantale, donc c'est vraiment des répétitions de mantras, notamment. Après, il y a beaucoup de respiration, il y a plusieurs exercices, donc dans l'Atma Kriya Yoga. Et qu'est-ce qui, d'après toi, en fait, pousse on m'a poussé. Alors c'est marrant de te poser la question alors que je pourrais carrément monter. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller voir un peu pour d'autres aussi. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce sens-là, d'aller calmer le mental d'abord, en fait, ou de s'attaquer comme ça, là. Pourquoi ça, et pas s'attaquer à autre chose, physique, émotionnel, je sais rien. Pourquoi pas? C'est clair, non, c'est clair. Non, disons que... C'est quoi l'intérêt, en fait? L'intérêt, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le mental sépare. Et il crée une grosse souffrance en séparant tout le temps. Surtout si tu t'attaches à lui, ce qui est particulièrement facile de s'attacher à lui, vu que sans cesse,
on est rappelé à ça. Le fait de voir quelqu'un qui te regarde et qui te parle comme étant quelqu'un de séparé. Ah oui, j'ai l'impression d'être Sophie à fond. Tu as l'impression d'être Sophie et tu vois, ça renforce ton ego. Donc, du coup, au quotidien, en fait, tu es renforcé dans ton sentiment de séparation. Alors, on n'en parle pas si on regarde la télé, tu vois, où on fait que parler des autres. Enfin, tu vois, on ramène jamais le regard à l'extérieur. Même à l'école, on fait que parler des autres. La santé, elle étudie sur les autres et elle calcule le truc sur toi. Et enfin, tu vois, tout est tout le temps concentré sur les autres. Et les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il y a tout le temps, comme on parle des autres, c'est la séparation. Enfin, à partir du moment où on fait que porter notre attention sur les autres, on porte notre attention sur la séparation entre les autres et moi, les grévistes et moi, les patrons et moi, le président et moi, les femmes et moi, j'en sais rien. Enfin, tu vois, on est tout le temps, les étrangers et moi, tout le temps en train de se positionner par rapport à la séparation. Donc, à renforcer l'ego, mais à renforcer au sens... renforcer l'attachement à l'ego, et non pas l'ego au sens personnalité qui est forte et pleine et assumée, mais renforcer l'attachement à l'ego, l'identification à l'ego. Que j'ai, c'est-à-dire que je crois que je suis Sophie. Je crois que je suis Sophie, parce que les autres ne sont pas comme Sophie. Donc et comme tout ce monde occidental est tourné vers ça, que vers l'extérieur, tout le temps, revendication à l'extérieur, changement doit arriver de l'extérieur, les autres ne doivent pas venir, ou doivent partir, ou doivent changer, ou je sais pas quoi. Tout le temps, on est que tout le temps, dans les repas de famille, à l'école, dans les médias, enfin, tout le temps. Dès que tu as pris conscience de ça, mais tu peux qu'observer ça. La séparation est partout. La séparation est partout. C'est un truc de dingue. Et elle est limite de pire en pire, tu vois. Elle est insistante, quoi. Elle est bon. Donc là, il y a des gens qui se disent, à juste titre, wow, on va calmer la séparation, tu vois. Et quel est le meilleur outil pour calmer la séparation? La méditation. Enfin, c'est la pleine conscience, et la méditation étant un exercice de pleine conscience, c'est un très bon exercice pour ça. Pour calmer. Donc, tout est fait pour calmer le mental avec des respirations, avec des pratiques corporelles, avec des pratiques mentales de concentration, de focalisation, etc., qui permettent de limiter le mental ou contraindre le mental ou ralentir le mental ou calmer le mental. Enfin, tout ce qui fait que cet esprit, ce brouhaha mental qui est tout le temps là, qui divise tout le temps pour créer ta réalité, eh ben, il soit moins puissant. Et donc, du coup, comme il est moins puissant, ça peut laisser la place à ce qui naît de l'intérieur, l'intime conviction, le lien à l'unité, et que ça soit ça qui s'exprime, et non pas l'ego avec ses désirs et ses peurs. Et c'est bien, c'est pas bien, ses jugements, ses croyances, ses filtres et tout. Donc là, du coup, il y a autre chose qui naît de toi, et tout ce qui naît là de toi est plus facile, tout se met plus facilement en place, parce que c'est ce que tu as à expérimenter. Comme c'est ce qui était décidé, comme c'est ton mandat, c'est facile. Parce qu'en fait, on t'a donné les outils pour ça, mais toi, avec ton sentiment de séparation, et cet attachement à l'ego, et tout cet attachement qu'on s'entraîne ensemble à avoir, eh bien, on se coupe de ça. C'est merveilleux. Et du coup, tu peux expérimenter à ce moment-là, comme tu disais, l'unité et l'amour universel, tout ce qui est... Donc c'est vraiment ce truc-là où en fait... parce que cette notion d'amour, on l'a un peu touché du doigt, mais tu t'en as un peu parlé. Ouais. Et... Non, bah, l'amour, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que tout est dit dans amour. Grand-chose à dire. Bah oui, il n'y a plus grand-chose à dire. Mais justement, il n'y a pas à dire. Parce que dès qu'on dit, c'est ce que je dis dans mon livre, et je vais le redire là, ça fait une longue interview, c'est génial, mais on parle, et en mettant des mots, on se coupe de cette unité. Donc c'est intéressant parce qu'on vient construire des choses, mais tout ça, ça doit être du ressenti. Ça doit être, ça doit se vibrer, ça ne doit pas se penser et ça ne doit pas s'exprimer avec des mots. Le fait que j'utilise des mots permet de dire « regarde, peut-être c'est là qu'il faut regarder ». Mais la vérité, elle n'est pas dans ce que je dis, puisque mes mots, par essence, séparent. Tu vois, et c'est ce que je dis dans mon livre, je dis, mais en fait, en même temps, tout ça,
c'est faux, puisque c'est que des mots. Et ça, c'est une réalité, ça existe dans ton corps, mais au-delà des mots. Bon, alors l'amour inconditionnel, c'est simple, il y a inconditionnel, donc ça veut dire sans condition. Sans condition, ça veut dire sans dualité. Il n'y a pas de condition, pas de dualité. Il n'y a pas de... Universel, c'est aussi dans l'unité. Universel, c'est l'unité. L'amour universel, c'est la même chose que l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui est un. S'il est un, ça veut dire que je n'ai pas de distinction entre ma fille et Hitler. Tu vois, je l'aime autant. Le chien est... Voilà. Donc, je sais que ça ne peut pas paraître facile. Surtout, pourquoi ça ne peut pas paraître facile? Parce que là, ça alarme tous les signaux du mental qui disent Hitler Attends, comment ça? Attends. Hitler, méchant, tué, tout ça, etc. Tu vois, et n'importe qui, violeur, machin, tout, que, tu vois, il n'y a aucune raison de les aimer, tu vois, parce que je juge et je sépare avec mon mental. Sauf que ce mec, il est toi. Il fait partie du un et de l'expérimentation de l'unité qui s'est séparée en des choses horribles et des choses géniales. Oui, du point de vue de la dualité, il y a des choses qui sont géniales et des choses qui sont horribles. Il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont fins, il y a des gens qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y a des gens qui se... Oui, la dualité, elle existe, mais que de notre point de vue, de notre mental, de notre jugement qui crée notre réalité et qui est complètement illusoire. Du point de vue de l'unité, tout ça, ça n'existe pas. Et l'amour universel ou l'amour inconditionnel, ça veut dire que ça va au-delà de mes pensées. C'est-à-dire, je ne peux pas juger que oui, c'est vrai, Fabien, ce qu'il dit, il a raison. Et encore, oublions Fabien, mais oui, c'est vrai ce qu'il a dit Bouddha, ou il a dit Jésus, ou il a dit, je ne sais pas, tu vois. C'est pas en y pensant qu'on va le ressentir, l'amour inconditionnel. C'est avec des pratiques, comment on se coupe du mental qui sépare et qui met des conditions. Mais si on ne sait même pas comment on pense, si on est incapable de se rencontrer, de se connaître, si on n'a aucune méthode pour retourner le regard vers l'intérieur, bah ça n'arrive pas, sauf au moment de mourir, potentiellement. C'est-à-dire dans un moment ou parfois avec une drogue, tu vois, il y a des gens qui vont toucher une extase comme ça avec une drogue, mais qui vont pas ensuite, s'ils n'ont plus la drogue, ils vont pas l'avoir, tu vois. Et s'ils meurent, bon bah ils vont pas l'avoir non plus, puisqu'ils sont morts. Mais tu vois, enfin, il peut y avoir des moments comme ça, un peu d'unité, tu vois, où tu as ressenti ça quand même un jour dans ta vie, tu vois, ou peut-être l'extase au moment d'un orgasme, tu vois. Tu veux vivre un truc. Il y a une unité où je me suis abandonné complètement, j'étais ni elle, ni lui, enfin tu vois, il y avait... Ok, et ça peut arriver à plein de moments, spontanément, mais ça ne veut pas dire que c'est un état d'être. Ça veut dire qu'on l'a touché du doigt, tu vois, ou même avec un enfant, un sourire d'un enfant qui... C'est de mon enfant, ça peut être ça aussi. Tu vois, tu sens que l'amour, il est inconditionnel, mais pour lui. Donc, il est conditionnel, mais tu sens que il pourrait être n'importe qui, faire n'importe quoi, tu pourrais l'aimer, tu sais, tu sens cette extase-là, tu sens ce moment où le temps n'existe pas, peu importe qui il sera, qui il a été. Tu vois, il y a ce truc... voilà, on peut avoir comme ça des états, mais tu le dis, c'est pas un état d'être, mais c'est des... Voilà, c'est une incursion, tu vois, quand on parlait des niveaux de conscience, c'est une excursion ou une incursion, je ne sais pas comment on peut voir le truc, mais dans un niveau, mais on a mis le pied un peu, on regarde, ah ça fait ça dans ce niveau de conscience. Mais après, voilà, j'y suis allé avec une drogue, avec un moment particulier, mais je ne m'y installe pas. Un niveau de conscience, c'est quand je m'y installe. Et là, ta réalité, elle se transforme vraiment. Voilà, et après, il n'y a plus besoin des mots. D'où en fait... tout ce que tu as créé, d'où aussi les pratiques qui existent déjà, et qui nous rappellent et qui nous ramènent à ça. Mais d'où aussi l'application mystique, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais que tu as créée et qui ramène justement à ça, à soi à chaque fois. D'où la tilt qui est là. C'est vraiment un vrai rappel de qui l'on est et de surtout... C'est un peu le « hey, reviens à l'intérieur ». Reviens là parce que c'est de là d'où vient tout ce que tu vis en fait. Toute ta création, toute ta réalité. La réalité, elle est là et tu n'es pas... Pourtant, tu n'es pas ce personnage, ce corps
que tu crois être. Tu es beaucoup plus. Regarde. Ouais, et ça passe par la pratique. Comme tu dis, c'est pour ça que alors moi, il n'y a pas que moi qui ai inventé des pratiques. Moi, je le propose avec l'appli Mystique parce que c'est comme ça un outil qui est quotidien, qui est dans ta poche et que tu peux, voilà. Après, il y a les stages, il y a les voyages initiatiques, il y a les formations. Bon. Mais c'est juste parce que ça doit passer par la pratique. Je vois trop de gens pour qui ça devient une intelligence. Le mental, il apprend le truc. Totalement. Il a lu des livres, il a lu Sri Nisargadatta Maharaj, il a lu Bouddha, il a lu machin, Krishnamurti, il a lu des trucs, tu vois. Et il s'est dit, ouais, il connaît les citations par cœur, mais alors, il n'y a aucune application sur sa santé, tu vois, sur sa vitalité. Il n'a pas fait le lien entre lui et ce qu'il est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'il faut des pratiques. Pour l'incarner, en fait. Pour l'incarner. Pour l'expérimenter, pour l'incarner et pour vraiment, du coup, le vivre. Voilà. Vivre l'unité. Ouais. Et puis, du coup, apprendre à se rencontrer. C'est-à-dire qu'avant de vivre l'unité, si tu ne sais pas comment tu te coupes de l'unité, parce que tu ne te rends même pas compte comment tu es esclave d'une musique qui passe, tu vas avoir une autre émotion, et tu n'as même pas fait gaffe qu'il y avait la musique, mais parce qu'il y a eu la musique, ça t'a changé ton émotion. Tu t'en rends pas compte. Si tu n'es pas capable de te rendre compte de ça, comment tu es ballotté par les événements, tu ne peux pas reprendre ton pouvoir personnel et viser l'unité. Tu es pour l'instant complètement esclave, en train d'être ballotté par une vague, ballotté par une autre vague, ballotté par une autre vague. Et tu n'es qu'un réflexe, en fait, parce que tu ne te connais pas. Tous ces outils-là, c'est juste apprendre à se rencontrer, à se connaître. Merci beaucoup pour ces heures de conversation ouais, c'est long, je pense. Ici, mais aussi par téléphone et puis ça continue. Ces heures de pratique ensemble. Merci à toi. Merci d'être mon miroir.